Le monde est injuste, n'est-ce pas? Ce garçon n'était qu'un enfant qui apprenait la magie, mais il a été utilisé comme cobaye par les nobles de la tour de magie. Après avoir enduré 7 ans de désespoir, il finit par dépasser ses limites en puisant dans la source d'énergie de la tour et devient un mage hors norme. Notre histoire commence en montrant une grande tour dans le ciel. Dans ses profondeurs, un gémissement de douleur résonna. Quelques instants plus tard, une voix dure ordonna au sujet de se ressaisir, affirmant qu'il ne faisait que commencer et qu'il ne pouvait pas s'évanouir. Sur ce, un autre stimulant fut injecté, provoquant un cri intense. La même voix nota alors que l'effet avait duré 461 secondes et que la région actuelle produisait des résultats prometteurs. Ensanglanté, le corps du sujet testé luttait pour respirer, tandis que quelqu'un commentait qu'un talent expérimental était en effet différent. Dans la tour de magie de Baumer, il resta enchaîné, tandis que ceux qui l'entouraient célébraient le succès du stimulant qui activait le cercle magique et supprimait l'immunisation. Les yeux affaiblis, il regarda autour de lui, conscient qu'il se trouvait à l'intérieur de la tour la plus puissante de l'Empire. Avec difficulté, il pensa qu'il était en train de mourir lentement. Entouré de matériel de laboratoire, il s'interrogea sur la raison de tout cela. Face à un conteneur de fourmis, il se demanda pourquoi une personne dotée d'un esprit brillant avait fini dans un tel état. Une fourmi bougea et une voix déclara « Maintenant, c'est bon ». À cet instant, le stimulant fut forcé de se manifester dans son corps, provoquant une expression de douleur extrême. Dans l'agonie, il cria pour qu'il s'arrête tandis qu'une énergie violette l'enveloppait. Avec sa main enchaînée ensanglantée, il implora désespérément. Le maître de la tour se plaignit du bruit en demandant un rapport à la fin de l'expérience, ce qu'un subordonné s'empressa de reconnaître. Suspendu et blessé, le prisonnier respirait avec difficulté. Il se demanda pourquoi il mourait dans cet endroit précisément où il avait toujours rêvé d'être. Quelqu'un lui attrapa le visage, lui ordonnant de se ressaisir. Moqueur, un homme demanda comment Vernon se sentait, affirmant qu'il n'avait aucun talent réel pour la magie et qu'il se vantait seulement d'être intelligent. Ainsi, Weller expliqua que la force vitale et les connaissances du garçon étaient extraites dans le laboratoire secret. Il l'exhorta ensuite à agir comme il l'avait fait autrefois, lui disant de reparler comme le garçon intelligent qu'il était. Une autre voix remarqua que dans son état, il ne pourrait probablement même pas s'évanouir. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre demanda s'il pouvait encore entendre quelque chose. Weller insista, demandant s'il était sourd et où il regardait. À ce moment, il remarqua que les fourmis expérimentales s'étaient échappées et réprimanda ses subordonnés pour ne pas les avoir enfermés, recevant en retour des excuses maladroites. Irrité, il les traita d'idiots et tapa du pied. Il considérait Verden comme un insecte, incapable de briser même une seule chaîne sans pouvoir magique, ce qui faisait de lui un spécimen parfait de niveau S. Peu de temps après, une voix révéla que Rovalin, l'ami de Verden, était entré dans la tour avec un parrainage pour étudier à l'étranger, et d'autres se moquèrent de lui pour avoir une telle compagnie. Au milieu du chaos, Verdun se demanda pourquoi tout cela se produisait alors qu'une fourmi écrasée gisait sur le sol. Il esquissa un sourire amer, comprenant enfin toute la situation. Voyant cela, les chercheurs rirent et le jeune homme essaya de parler. Weller demanda ce qu'il marmonnait. En réponse, Verdun cria furieusement, convaincu que tout cela se produisait à cause de sa faiblesse. Tout ce malheur avait commencé 15 ans plus tôt. Raisin et l'orphelinat rêvaient de devenir un grand mage et entrèrent dans la tour en tant qu'ouvrier ordinaire, mais ils n'avaient jamais pu réaliser ce désir. C'était parce que sa limite de croissance était le rang I. À l'âge de 7 ans, son test de compatibilité magique révéla une absence totale de talent, une condamnation à mort immédiate pour son rêve. Malgré tout, Vernon n'abandonna pas car son seul souhait était de devenir mage. Il jeta secrètement un coup d'œil dans les grimoires tout en travaillant dans la tour. Il étudia également d'innombrables volumes dans la bibliothèque, confiant en son intelligence même sans pouvoir magique important. Quelques années plus tard, sa brillance enfin reconnue, il obtint le poste de chercheur dans la tour de magie. Un collègue le loua en disant qu'il était plus qu'un génie, capable d'exploits que même le maître Balrog reconnaîtrait. C'est alors qu'il réalisa que son esprit n'était pas seulement doué, mais quelque chose qui ressemblait à un véritable génie. Il remercia Lucar, disant qu'il avait encore besoin de prouver la thèse avant de la présenter, mais quelque chose le fit hésiter. Il demanda s'il était la première personne à qui Lucar l'avait montré, et la réponse fut qu'il était le seul. Avec la reconnaissance de son ami le plus proche, Verdun sentit qu'il pouvait enfin devenir un véritable érudit de la magie, laissant derrière lui son passé de simple ouvrier. Mais bientôt, il déclara que la thèse était la sienne, racontant comment elle avait disparu la veille de sa présentation, pour que Lucar la soumette sous son propre nom. Balrog Bézia, le maître de la tour, demanda s'il était l'auteur de la théorie de la continuité multidimensionnelle, reflétant qu'une telle chose ne pouvait être ignorée. Bégayant, Verne essaya de confirmer, promettant de tout expliquer depuis le début, tandis que son supérieur parut surpris par la révélation. Il fut choqué d'apprendre que personne parmi les chercheurs ordinaires ne savait même qu'il existait. Amèrement, il regretta d'être allé voir le maître ce jour-là. Avec un sourire sinistre, Beau l'écrivit en lui ordonnant de se présenter au laboratoire dans 2 jours, lorsque la lune serait cachée. À ce moment-là,
Verden se demanda s'il s'était enfui à ce moment-là, il aurait pu vivre une vie normale au cours des 7 années suivantes. C'est ainsi qu'il se retrouva enfermé de force dans le laboratoire du maître de la tour, qu'il insulta pour son entêtement et promit d'intensifier les expériences. Le jour, il travaillait comme ouvrier. La nuit, il devenait un sujet test. On lui ordonna de créer des cercles magiques, de valider sa propre théorie, de s'injecter des drogues dans les veines pour observer les réactions et de développer de nouvelles potions pour prouver leurs effets. De plus, il fut contraint de consacrer toute sa vie à la tour, souffrant profondément tout au long du processus. Il savait que personne ne croirait sa vérité et il ne recevait que des menaces contre ceux qu'il aimait. En pleurant, couvert de sang, il crut que tout était fini. Alors qu'il était allongé dans la cellule, il se demanda ce qu'il pouvait faire d'autre. Un flashback montra le jeune Verdun jouant avec Ravalin, qu'il appela d'urgence tandis qu'il demandait à son ami d'attendre. Puis il se souvint quand un mage l'avait appelé ouvrier, ce à quoi il avait rapidement répondu. Peu de temps après, Ravalin l'avait invité à devenir de grands mages ensemble, scellant une promesse entre eux. Il pensa, oui. Les choses auraient pu être différentes alors que les souvenirs de cette promesse et de la tour se mêlaient. Si son potentiel de croissance avait été un peu plus élevé, peut-être que son destin aurait été différent. Alors que le souvenir s'estompait, il regarda une fois de plus ses propres mains ensanglantées. Soudain, il était de retour dans la cellule, fixant les barreaux avec un regard terrifié. Une main jeta quelque chose sur le sol et une voix lui ordonna de tout avouer. Couvert de sang, il entendit que c'était la fin. Puis le sol de la cellule se révéla grouillant de fourmis. Verden entendit une fois de plus ce son qui accompagnait toujours les tests et pensa qu'il n'avait plus la force. Peut-être qu'il vaudrait mieux mourir. Sur le sol, une fourmi écrasée attira son attention. Alors qu'une voix lui demandait s'il ressentait vraiment cela, insistant sur le fait que ce n'était pas encore fini. La question se répétait tandis que les fourmis grouillaient en une masse sombre, lui rappelant la vengeance et la survie. Son corps tremblait. La voix lui ordonnait d'endurer, de serrer les dents et de tout supporter encore et encore. Alors il renaîtrait, pour ne plus jamais être piétiné et pour exercer un grand pouvoir. Une silhouette drapée, dos à lui, apparut devant un cercle magique brillant tandis que la voix affirmait qu'il dépasserait ses limites. Serrant le poing, Isilène acquiesça. Regardant la lune à travers la fenêtre, il pensa que ce n'était pas encore fini. Il devait aiguiser la lame de la vengeance, affûter pendant 7 ans jusqu'à ce qu'elle soit complète. Il se demandait si, en résolvant le dernier problème non résolu, tout pourrait changer. Face à un plus grand pouvoir, il réalisa que l'intelligence seule ne suffirait pas. Il décida donc de défier le destin lui-même, redéfinissant la théorie et créant une méthode sans précédent de reconstruction corporelle. Ainsi, de sa main ensanglantée, il activa la théorie qui défiait les cieux. Le cercle magique brillait sur le sol, signalant que le lendemain, quelque chose allait se produire. Blessé, Verdun brillait d'une aura alors qu'il déclarait que demain il briserait ses limites. De sa main émanait une énergie intense, révélant que la théorie de la reconstruction corporelle avait été achevée en embrassant la mort. Pendant ce temps, simplement dans la cellule, il pensait qu'il ne restait plus qu'à prouver sa théorie. Il pensa qu'il avait besoin d'un artefact pour lancer de la magie une seule fois, même si son corps dépourvu de mana se brisait dans le processus. Avec un regard déterminé, il affirma que la nuit suivante, il retrouverait sa liberté. La longue nuit s'estompa, cédant la place à l'aube de la tour de magie, le jour où son plan se déroulerait. À ce moment-là, une clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit et une voix lui ordonna de nettoyer le laboratoire d'alchimie. Weller apparut, se moquant de son état et exigeant que l'endroit soit impeccable avant le festival. Le visage contusionné, Verda se contenta de regarder en silence. Finalement, il répondit oui et se dirigea vers la lumière à l'extérieur de la cellule. Dans le laboratoire, il commença à nettoyer avec un chiffon et un récipient. Quelques instants plus tard, il se tourna avec surprise lorsque quelqu'un lui demanda s'il nettoyait seul. C'était Ravalin, souriant en le voyant, et elle fut reconnue avec étonnement. Il lui demanda ce qu'elle faisait là, et la jeune femme révéla qu'elle était venue dire au revoir à un ami avant de partir. Se souvenant qu'elle allait étudier dans la ville magique de Veran, un privilège réservé aux plus grands talents, il sourit. Il lui souhaita bonne chance pendant qu'elle l'observait avec un regard pensif. Puis Ravalin tendit la main et l'invita à l'accompagner à Veran. Elle expliqua que là-bas, il n'aurait pas à faire face à l'arrogance et pourrait trouver de nouvelles opportunités. Embarrassée, elle avoua qu'elle voulait juste quelqu'un à qui parler, il répondit en appelant son nom. Avec un léger sourire, il dit qu'il resterait là. Elle le regarda à son tour avec une expression déçue. Alors qu'une calèche partait de la tour, elle promit qu'elle lui écrirait des lettres. De retour dans la cellule, il regarda dehors par la fenêtre, réfléchissant au fait qu'elle ne savait rien. Il n'arrêtait pas de penser que Ravalin ignorait complètement ce qui se passait réellement dans cet endroit. Il déplora à quel point elle ignorait sa souffrance jusqu'à ce qu'il entende une voix lui ordonner de suivre de toute urgence. Même enchaîné, il se sentait reconnaissant qu'elle ne soit pas impliquée dans son plan. Le festival de la magie, célébrant la construction de la tour et la magie elle-même, transforma l'endroit en l'endroit le plus animé de la journée. Pendant l'événement, il descendit un couloir sachant que seuls les mages de rang inférieur y restaient. Bientôt,
Une main frappa à la porte et une voix l'autorisa à entrer. L'administrateur, en le voyant, demanda la raison de sa présence, à laquelle Verdun répondit qu'il avait été envoyé pour nettoyer les coffres au trésor. Grommelant, l'homme dit qu'il aurait dû demander la permission et le traita de pauvre idiot. Malgré tout, il autorisa l'entrée, l'avertissant de ne rien endommager. Quelque chose répondit promptement par un oui. La porte s'ouvrit, révélant la chambre au trésor. Sa main effleura légèrement une surface aléatoire, puis ses doigts se posèrent sur un artefact magique. Avec un regard concentré, il activa l'objet pour bloquer tout son, descendant un escalier en spirale qui brillait faiblement. Il déclara que son plan commençait maintenant. Ses pas résonnaient alors qu'il continuait la descente. Finalement, il atteignit sa destination. Un cercle magique et un bâton brillant l'attendaient. Le deuxième circuit était un artefact artificiel rare capable de lancer des triples sorts et d'éveiller des talents latents. Il déclara qu'il avait besoin du bâton pour exécuter son plan et qu'il devait désactiver le cercle magique protégé. Il révéla qu'il s'agissait d'un sort de 7e niveau créé personnellement par le maître de la tour. Alors que sa main s'étendait en émanant de l'énergie, il affirma qu'il avait passé 7 ans à étudier comment briser cette barrière. Le cercle magique se brisa au milieu d'un éclair aveuglant. Peu de temps après, il leva le bâton et proclama que lui-même serait celui qui le détruirait. Ailleurs dans la tour, des bouteilles d'alcool étaient éparpillées et quelqu'un jura. 2 mages se plaignaient d'être les malchanceux désignés pour garder la source de pouvoir pendant le festival. L'un d'eux, Berdy, croyait qu'il l'endurait avec dignité car par son seul talent, il aurait dû être celui qui avait été choisi. À cet instant, l'intrus apparut et le mage barbu lui ordonna d'aller chercher plus de boissons, pensant que le moment était parfait. L'autre mage remarqua qu'une fois qu'il serait devenu maître de la tour, il ne toucherait plus jamais à cet alcool, provoquant le rire de son compagnon. Avec le bâton à la main, le nouveau venu jeta un regard déterminé. L'homme barbu, excité, accepta le défi de devenir maître de la tour avec enthousiasme. Soudain, l'autre mage regarda autour de lui avec surprise ce qui se passait à côté de lui. Ne comprenant pas, il exigea de savoir ce que faisait Verdun. Quand il vit le bâton brandi, il cria furieusement sur le jeune homme. Pris au dépourvu, le jeune hésita face à la réaction inattendue. Irrité, le mage saisit son propre bâton et menaça de réparer l'esprit de l'idiot. Puis il lança un sort de 3e niveau, la redoutable vague titanesque. Regardant le sort se précipiter vers lui, Verdun y fit face fermement en reconnaissant sa puissance. En réponse, il invoqua une lance de terre contre la magie qui avançait. Le mage aux cheveux verts regarda avec choc alors que des débris volaient partout. Il tomba ensuite au sol en hurlant de douleur. Étonné et blessé, il demanda comment quelqu'un classé au niveau 1 pouvait lancer de la magie. L'agresseur s'approcha lentement en demandant s'il était choqué de voir un sujet de test manier des sorts. D'une voix ferme, il déclara que c'est ce qui arrive quand on joue trop avec des gens comme lui et avec une tour. Au centre de la pièce, il se tenait grand, tandis que les 2 mages gisaient à terre, saignant. Levant les yeux, il pensa que c'était la première fois qu'il voyait le cœur de la tour d'aussi près. Devant lui, la source d'énergie de la tour de magie, un objet ressemblant à un cœur vivant. Il révéla qu'il lui avait fallu 7 ans pour arriver à ce point et qu'il utiliserait le mana de la source pour lancer la technique appelée défier les cieux, sans même savoir ce qui se passerait en cas d'échec. Dans son dos étaient tatoués des cercles magiques élaborés, symbole d'une préparation extrême. Il serra fermement le bâton, sachant que s'il n'essayait pas, il ne découvrirait jamais le résultat. Puis il frappa l'artefact au centre du cercle magique sur le sol. Il se tenait là, enveloppé d'une énergie intense le connectant directement à la source. Pendant ce temps, la transformation corporelle commença à l'entourer d'une aura crépitante. Il cria, défiant les cieux, submergé par une vague d'énergie bleue qui explosa autour de lui. La source de la tour pulsa en réponse, illuminant tout d'une brillante lumière bleue. Un gigantesque faisceau d'énergie jaillit du sommet de la tour, perçant le ciel. Au loin, une voiture s'éloignait tandis que la structure flambait de décharges magiques. Une silhouette observait le phénomène de loin, notant que l'énergie provenait de la source. Sortant de l'ombre, Balrog Bessia déclara que quelqu'un avait envahi sa tour de magie. La vaste explosion d'énergie de la tour engloutit la zone extérieure dans la fumée et les débris sous le clair de lune. Parmi les ruines, une silhouette toussa fortement, luttant pour se relever. Avec effort, il serra le bâton, essayant de reprendre son souffle alors qu'une fumée épaisse l'entourait. Des particules d'énergie s'échappaient de sa main, et il pensait que la destruction aurait dû tout anéantir. Malgré tout, il s'agenouilla, épuisé, réalisant que le processus avait été un succès. Soudain, il leva les yeux et vit dans le ciel nocturne une lumière intense approchant rapidement. 3 projectiles magiques bleus fendaient l'air vers lui, signe que quelqu'un arrivait. Au-dessus, entouré de magie, apparut le maître de la tour, Balrog Bessia, immédiatement reconnu. Survolant les lieux, il observa la zone dévastée avec des yeux perçants, se demandant s'il avait ressenti le destin de ses gardes. Il étendit sa main, rassemblant une énergie bleue concentrée qui commença à tourbillonner autour de ses doigts. Une explosion condensée jaillit de sa paume, s'écrasant violemment contre le sol. La fumée se dissipa partiellement, révélant la silhouette de celui qui avait survécu. Descendant les marches fermes,
Balrog examinait tout avec une expression remplie de fureur et de détermination. Ses yeux s'arrêtèrent sur un cercle de téléportation au sol, ce qui le choqua. Grinçant des dents, il ne pouvait accepter que quiconque ose toucher à sa précieuse tour. Frappant fort du pied, enveloppé d'une aura magique violette, il tonna que peu importait qui était l'intrus. Il déclara que, qu'il s'agisse de l'empereur lui-même ou d'un simple enfant, le coupable paierait cher cet affront. Fou de rage, il jura de trouver le responsable et de le tuer sans pitié. Sa fureur était si grande que le ciel au-dessus de la tour s'assombrit d'une tempête électrique dévastatrice. Au même moment, sous le ciel bleu ensoleillé, un corps gisait immobile, submergé par l'épuisement. Il voulait seulement rester allongé là, mais le bruit de l'eau courante le réveilla. Soudain, il paniqua en réalisant qu'il était complètement immergé, confus par la situation. Il regarda autour de lui, incapable de comprendre où il avait atterri, car il se souvenait avoir été en fuite. Quand il vit son reflet à la surface de l'eau, il fut frappé de stupeur. Il toucha son propre visage avec étonnement, incapable de comprendre le changement. Ses cheveux, autrefois bruns, avaient pris une couleur gris argenté, presque argent. Ses yeux brillaient désormais d'une vive teinte bleu clair remplaçant ses pupilles autrefois sombres. Il se demanda s'il était devenu quelqu'un d'autre, craignant que quelque chose n'ait mal tourné avec la reconstruction. Puis il se souvint qu'après avoir terminé la transformation corporelle, il avait utilisé la magie de téléportation pour s'échapper avant que Balrog ne puisse l'atteindre. À partir de là, il conclut que le sort l'avait jeté dans un endroit totalement inconnu. Regardant autour de lui, il réalisa que la forêt et ses plans étaient complètement inconnus, preuve qu'il avait été transporté loin. Un sourire se forma sur son visage lorsqu'il réalisa que le sort l'avait transporté avec succès à travers la moitié d'un continent. Il rit fort, submergé de joie d'avoir échappé et terminé la transformation corporelle. Allongé sur l'herbe humide, il imagina la fureur de Balrog, incapable de le traquer après la destruction de la tour. Pourtant, même dans sa satisfaction, il reconnut que la simple destruction de l'endroit ne suffirait pas à faire tomber la tour de magie. Il savait que Balrog, connu comme l'Omnipotent, aurait certainement des contre-mesures et se relèverait facilement même après avoir perdu ses hommes. C'est pourquoi il sourit avec résolution, déterminé à devenir plus fort pendant que son ennemi reconstruisait tout. Il leva la main vers le ciel et jura de détruire toute trace de ce que l'ancien maître avait créé. Le poing serré, il déclara que sa vengeance et sa preuve de valeur en tant que mage seraient gravées dans l'histoire. Pour l'instant, il fit ses adieux à la tour de magie dans son cœur. À ce moment, un petit gobelin apparut parmi les arbres, coupant du bois négligemment. Maintenant entièrement habillé, Verdun leva la main et lança le sort lame de vent. La rafale tranchante frappa le gobelin, qui cria de surprise avant de s'effondrer. Il observa le corps sans vie et l'herbe tachée de sang. Malgré la transformation, il ne sentit aucune différence réelle dans son pouvoir. Il conclut que quelque chose avait mal tourné avec la reconstruction, car ni son mana ni son corps ne reflétaient ce qu'il avait prévu. Sans comprendre la cause de l'échec, il trouva la situation problématique, surtout étant loin de tout village. Bientôt devant, il repéra des traces sur le sol. Agenouillé, il examina attentivement les marques de dérapage d'un chariot et d'une boîte laissée derrière. D'un geste, il activa la détection de mana sur l'objet déterminé à trouver son propriétaire. Une forte aura bleue jaillit de ses mains, révélant une traînée magique se répandant à travers la forêt. Au loin, un chariot tiré par 2 chevaux courait frénétiquement le long du chemin. Le conducteur cria, forçant les animaux à courir plus vite. Il jura, saisi de panique et de confusion face à la situation. Dans son esprit, il se rappela l'embuscade qu'ils avaient subie de la part de bandits. Il essaya de négocier mais échoua, et ses mercenaires se dérobèrent sans hésitation. Pourtant, le pire n'avait pas été les bandits, mais l'apparition d'un ORC avec un sourire froid qui le terrifia. Par chance, la créature s'était retournée contre les attaquants eux-mêmes, permettant sa fuite. Le chariot dévala la route en désespoir de cause, car si l'ORC n'avait pas été distrait, il serait déjà mort. Le bruit derrière lui le fit frissonner, craignant d'être poursuivi. Il fouetta les chevaux pris de panique, les suppliant de courir plus vite. Soudain, une roue heurta une bûche, faisant basculer le chariot. L'homme était recroquevillé au sol, criant de douleur alors que son dos heurtait la terre. Avec difficulté, il se redressa, encore étourdi, jusqu'à ce qu'il se fige devant ce qui se trouvait devant lui. Depuis le sous-bois sombre, des yeux brillants apparurent dans l'ombre. Des orques et des gobelins aux yeux rouges émergèrent des bois qui l'entouraient. Stupéfait, il tomba à genoux, incapable de croire qu'il allait mourir face à des monstres. Les créatures avançaient lentement, prêtes à frapper. Dans un cri de désespoir, il accepta sa fin et ferma les yeux. Mais l'instant d'après, un mur de terre s'éleva autour de lui, l'emprisonnant et barrant la route aux monstres. Au sommet du mur, son sauveur réalisa qu'il avait oublié de laisser une ouverture pour l'air. Un des plus grands orques sourit méchamment, ses yeux rouges brillant d'intensité. D'en haut, Verdun évalua la situation, sachant qu'il devait agir avant que l'homme n'étouffe. Il concentra de l'énergie dans ses mains et conjura une boule de feu, conscient que ce serait sa première vraie bataille. L'ORC rugit de fureur contre le mur de terre, ses yeux flamboyants de haine. Avec un sourire froid, Verdun étendit ses mains enflammées,
impatient de tester enfin ses nouvelles capacités. Verdun libéra des flammes qui consumèrent les arbres environnants. Alors qu'il tirait de multiples flèches enflammées, les ennemis furent frappés par le feu. Au milieu du brasier, un ORC plus grand se démarquait parmi les gobelins. Le monstre enragé rugit alors que les autres tombaient autour de lui. Immédiatement après, il chargea l'archer qui observait à distance. Tout en conjurant de multiples cercles magiques dans ses mains, Verdun se prépara à lancer des sorts de feu et de vent. Sur ce, il activa le double lancement pour intensifier ses attaques. Successivement, plusieurs vagues de flèches brûlantes apparurent et frappèrent les gobelins au sol. Les flammes explosives consumèrent complètement les ennemis. Beaucoup d'entre eux se désintégrèrent en poussière après l'impact. À ce moment-là, Verdun réalisa qu'il se surprenait même lui-même. Avant, il n'aurait pas tué un seul gobelin. Voyant qu'aucun des monstres n'avait survécu, il prit une profonde inspiration. Il pensa alors qu'il devait sortir Mabu de là avant qu'il ne s'évanouisse, car le sauver serait sinon vain. Cependant, une créature massive émergea de derrière. Se tournant brusquement, il fut surpris par une présence inattendue. C'est alors qu'il remarqua qu'un des monstres était encore vivant, laissant derrière lui une traînée de sang. Après un certain temps, le cocher reprit son voyage avec un chariot le long de la route. Conrad exprima son admiration en disant qu'il n'oublierait jamais ce qui s'était passé ce jour-là. Il déclara que sans aide, il n'aurait pas survécu et demanda comment il pourrait rembourser sa dette. En réponse, Verdun lui dit de garder les yeux sur la route, sinon il renverserait encore la voiture. Conrad hocha rapidement la tête. Curieux, Conrad demanda si la bataille avait été dangereuse, mais l'autre pensa que l'homme parlait trop. Même ainsi, il admit intérieurement que cela avait en effet été quelque peu dangereux. Remarquant encore un autre monstre vivant, il se prépara à frapper avec un globe bleu se formant dans sa main. Une rafale de vent tranchante frappa alors la créature, fendant sa tête en deux. Avec un léger sourire, il remarqua qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Le cocher demanda alors si des bandits apparaissaient parfois dans ces régions et on lui dit que personne n'en avait jamais vu. Surveillant les environs, Vernon réalisa que la forêt était sous le contrôle du baron Paeti. Cameron expliqua qu'il avait des relations avec le baron et que les bandits de la région avaient déjà été éliminés. Le voyageur pensa que la chance du Cotrin était épuisée car la téléportation l'avait placé directement sur le territoire de Paeti. Il décida alors de cacher son identité et de devenir plus fort, car la tour de magie pourrait bientôt le rechercher. Revenant à la réalité, il réalisa qu'il ne s'était pas encore présenté. Souriant, Asher révéla son nom. Il expliqua qu'il n'utiliserait Verdun que face au maître de la tour, tandis que le domaine du baron apparut. Cette nuit-là, un homme en état de choc demanda à Conrad ce qui lui était arrivé. Riant, Conrad répondit qu'il avait perdu du poids en fuyant les orques. L'homme demanda s'il allait bien puisque des bandits et des bêtes avaient attaqué, mais Conrad dit que ce n'était pas de sa faute. L'homme remarqua Asher demandant s'il était le mage qui avait sauvé son ami et dit qu'il ne pouvait pas rester inactif devant son sauveur. Sans hésitation, il ordonna à Asher d'entrer dans le château. S'inclinant, le jeune mage le remercia pour les vêtements, la nourriture et un endroit pour dormir. Le baron Pet sourit en l'accueillant chaleureusement. Il se présenta ensuite sous le nom de Enro et l'invita à s'asseoir. Pendant le repas, Enro demanda si la nourriture lui plaisait, recevant un compliment enthousiaste en réponse. Peu de temps après, il offrit 5 millions de pièces pour l'aide apportée, mais dit qu'il avait besoin de quelque chose d'important en retour. Avec un ton direct, il proposa une tâche et promit une récompense digne de ce nom. Pensant à son besoin d'argent et d'entraînement, la servante montra de l'intérêt et posa des questions sur la mission. Enro expliqua que des corps avaient été retrouvés et qu'une ville voisine était en ruine. Il continua en révélant que c'était l'œuvre de bandits. Cependant, aucun indice n'a été laissé derrière, comme si les criminels avaient disparu par magie. Le baron spécula qu'il y avait peut-être un mage parmi eux, et son invité demanda quand la chasse commencerait. Souriant calmement, Enro répondit qu'il partirait dans 4 jours. À ce moment-là, un chevalier se présenta comme Enoch, commandant de l'opération. Peu de temps après, Harris et le jeune Péric s'identifièrent également en saluant le nouveau venu. Il répondit à son tour poliment en disant que c'était un plaisir de les rencontrer. Bien que la proposition semble inhabituelle, il considéra l'opportunité précieuse car elle couvrirait son séjour, tandis que l'autre nia toute intention de l'exploiter. Curieux, le mage demanda à Enoch si les autres rejoindraient également la mission et reçut la confirmation qu'ils étaient tous des aventuriers. Le commandant expliqua que le groupe s'était formé à cause de rumeurs concernant un étrange ORC. La prime pour la chasse était élevée, attirant même des aventuriers vétérans de rang or. Ces aventuriers étaient capables de manier l'énergie et, selon les rumeurs, pouvaient trancher des montagnes. Marchant plongé dans ses pensées, Asher se demanda pourquoi ils avaient encore besoin de lui alors que 3 chevaliers expérimentés étaient déjà dans le groupe. À ce moment-là, Enoch demanda son aide pour confirmer s'il y avait vraiment un mage parmi les ennemis, ce qui mena à une autre question. Pourquoi était-il essentiel? Le commandant expliqua que les mages de 2e niveau étaient équivalents à des chevaliers, mais leur sort à longue portée rendait difficile leur approche. Immédiatement après, Anok réagit avec inquiétude, réalisant que cela poserait un sérieux problème. Pendant ce temps,
le mage cessa d'observer la forêt silencieuse autour d'eux. Pointant vers un cercle magique devant, il commença à se préparer à le dissiper. Soudain, plusieurs cercles rouges apparurent en réponse. Le groupe fut surpris par l'apparition soudaine de la magie, se demandant comment elle pouvait exister dans la zone contrôlée. Calmement, il expliqua que le sort détecté était un camouflage et la barrière, un avertissement. Il demanda ensuite à tout le monde de reculer pour pouvoir la désactiver en toute sécurité. Une lueur bleue enveloppa sa main alors qu'il frappait le nouveau cercle rouge. Enoch, vigilant, observait chaque mouvement avec admiration. Intérieurement, il se demandait comment ce mage pouvait défaire des enchantements si complexes avec une telle facilité. Les explorateurs étaient des membres de guildes qui acceptaient des missions à travers le continent. La mort les accompagnait constamment, mais l'habileté pouvait apporter richesse et renommée. Pourtant, certains étaient corrompus par le désir et finirent par se transformer en bandits, retournant leur lame contre les leurs. Un tel fugitif, Varga, exprime sa frustration dans la forêt à côté de son compagnon. Tous deux déploraient le chaos causé par leur dernier raid et le manque de nourriture après l'attaque des orques. Dans cette atmosphère tendue, il gronda le groupe en exigeant qu'ils cessent de regarder passivement et qu'ils aillent chasser quelque chose. Pendant ce temps, Enoch et l'un des chevaliers évaluaient la situation de loin, convaincus qu'ils avaient trouvé leur cible et attendant simplement des ordres. Dès que le commandant suggéra une frappe immédiate, il fut interrompu. D'un ton ferme, le mage expliqua qu'il avait été envoyé comme une contre-mesure contre les lanceurs de sorts, soulignant qu'il devait évaluer attentivement l'ennemi pour faire face à quelqu'un de plus fort qui pourrait sceller leur défaite. Bien qu'il soit préoccupé par les mouvements possibles du bandit, Enoch se tut, observant son compagnon réfléchir tranquillement. Peu après, le mage révéla qu'il avait une idée pour gérer la situation. Au même moment, le chef des fugitifs se plaignait à Vilchamp de la perte d'un de leurs subordonnés. En réponse, son allié l'exhorta à envisager une alternative. Le bandit déplora amèrement qu'un ORC sauvage ait anéanti ses hommes, se rappelant ses jours d'explorateur au moment où il en avait tué un autre par avidité. Essayant de résoudre l'impasse, il suggéra d'attaquer un autre village, mais son partenaire s'y opposa, lui rappelant que le baron avait été rendu furieux par les corps suspendus aux arbres. De plus, il mit en garde contre la fragilité de leur magie de dissimulation et mentionna la proximité de la ville de Marthe. Il discutait de l'attaque du village quand une vague d'énergie déchira l'air. Choqué, Varga réalisa que des flammes se rapprochaient de tous les côtés. Une vague massive de feu et de lumière balaya la zone, révélant un cercle magique autour de lui. Les criminels réalisèrent qu'ils avaient été découverts par la magie, pas par hasard. L'assaut magique se propagea, frappant plusieurs membres du groupe au milieu du chaos. Dans la confusion, Milchin hurla de douleur, le visage blessé et le bâton serré dans sa main. Alarmé, le chef se précipita et le vit s'effondrer sur le sol blessé. Il comprit rapidement que la barrière de mana était faible et avait rebondi avec un impact brutal contre son lanceur. À ce moment, le mage déclara qu'il ne s'occuperait de l'ennemi qu'après avoir évalué sa force, des mots entendus attentivement par le commandant. Enragé, le chef des bandits cria que le baron les voulait morts pour avoir engagé un mage. Déterminé, il jura que les plans du noble ne réussiraient jamais et lança une attaque féroce. Son épée s'entrechoqua avec celle d'Enoch dans un choc métallique. Consumé par la fureur, il promit d'envoyer leur tête au baron en guise de représailles. Le chevalier se contenta de rire de la menace, le défiant d'essayer. Pendant ce temps, Dochin essaya de fuir, mais fut intercepté par son ennemi, qui leva un mur de terre devant lui. Surpris, Sifugève réalisa que même si son adversaire n'était qu'un mage de second cercle, on pouvait toujours le poursuivre sans recourir à la fuite. Le poursuivant demanda alors pourquoi il restait, le regardant préparer une riposte magique, de multiples flèches de glace. Les projectiles frappèrent fort et l'ennemi crut que c'était suffisant pour tuer un simple mage de second cercle. Pourtant, enveloppé de flammes, le jeune conjurateur prépara sa contre-attaque, de multiples flèches de flammes. Quelques instants plus tard, les deux sorts se heurtèrent violemment, produisant une explosion massive d'énergie magique. Lorsque la fumée se dissipa enfin, un vaste cratère fut révélé sous le ciel crépusculaire. Blessé et essoufflé, l'adversaire pouvait à peine croire ce qu'il voyait en entendant qu'il avait choisi un mauvais adversaire. Malgré tout, il pensait encore pouvoir gagner seul et s'échapper malgré son désavantage contre le chevalier. Le mage de feu le fixa et déclara fermement qu'il ne lui permettrait pas de fuir. Face à une telle détermination, l'ennemi reconnut le talent du garçon, louant sa confiance et sa maîtrise de sorts complexes à un si jeune âge. Les yeux brûlants de rage, il pensait que l'autre ne pourrait jamais imaginer être vaincu ici et maintenant. Puis il cria le nom du sort glace tombante, invoquant des fragments massifs de glace tout autour de lui. Alors que les blocs gelés s'écrasaient violemment, son rival resta calme, observant avec un sérieux inébranlable. À cet instant, un cube colossal d'énergie apparut, bloquant complètement la magie de l'ennemi. Étonné, le conjurateur de glace resta sans voix, incapable de comprendre comment une telle chose était possible. Bientôt, des piliers de terre s'élevèrent du sol, s'écrasant contre la glace et la brisant en morceaux. Incroyable, il réalisa que le jeune mage avait réussi à arrêter son sort le plus puissant. Puis le mage leva les bras,
invoquant des lances de terre qui encerclèrent le champ de bataille. Sa main brilla vivement, préparant la frappe finale. Des branches épineuses déchirèrent les éclats de glace suspendus dans l'air. Horrifié, l'ennemi ne pouvait pas accepter qu'un simple mage de second cercle manie des sorts de troisième cercle. Voyant cela, il entendit une raillerie lui demandant de deviner comment une telle chose était possible. Remarquant les 4 attributs élémentaires à l'œuvre, il comprit finalement qu'il avait été trompé depuis le début. Sans plus de force, il s'effondra au sol et vaincu, fixant celui qui l'avait surpassé. Alors que le soleil se couchait, le vainqueur resta debout, regardant le corps tomber à ses pieds. Il pensa que venir ici avait valu la peine, car il avait appris quelque chose de précieux sur la façon de combattre les mages. Avec un léger sourire, il baissa les yeux avec satisfaction après l'affrontement acharné. Soudain, une étrange lueur attira son attention. Un pendentif avec une gemme inhabituelle brillait sur le cou d'une créature. Un ORC colossal et menaçant se leva parmi les cadavres et le sang éparpillé sur le champ de bataille. 2 jours avant l'expédition, le personnage créa un remède expérimental en utilisant des ingrédients de la tour de magie, le nommant le retardateur de circuit magique. Alors qu'il se rappelait les jours qu'il avait passés dans cet endroit, il hésita à effectuer de nouveaux tests sur des humains, mais malgré tout, il injecta le liquide vert. Avec l'application, un bruit fort et un cri perçant remplirent la pièce. À cause de cela, il atteignit le 3e niveau, prouvant le succès de l'expérience. Pendant ce temps, Asher se tenait au-dessus du corps immobile d'un ennemi, réfléchissant à la manière de prouver la valeur de son travail jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. Il s'approcha rapidement et remarqua une baguette qui traînait à proximité, se demandant si c'était la même que celle utilisée par son adversaire. Il activa ensuite une évaluation magique sur l'objet. La baguette réduisait le temps d'incantation, augmentait la puissance des sorts de glace, une combinaison très utile pour son style de combat. À ce moment, Serperic arriva précipitamment, visiblement soulagé de voir son allié en sécurité. Même si la confrontation contre l'ennemi le plus fort avait pris un certain temps, il était satisfait du résultat et inspecta les traces laissées par la bataille. Peu après, Asher demanda si tous les bandits avaient été vaincus et on lui dit que seul le chef restait engagé dans un combat contre Enoch. Alors qu'il se préparait à rentrer, le chevalier demanda la permission de poser une question. Il demanda ensuite ce qu'il adviendrait des biens des ennemis vaincus. Excité, il expliqua que le chef leur avait permis de prendre tous les objets d'intérêt tant qu'ils n'étaient pas essentiels au groupe. En pensant au baron Pitt, Asher conclut que la baguette serait bien utilisée entre ses mains. Peu de temps après, il fut complimenté par un autre chevalier qui le remercia d'avoir évité d'autres pertes. Il répondit que cela avait été une expérience précieuse. Pendant ce temps, l'un des bandits ligotés était sous le choc en apprenant que Vilchamp avait été tué, considérant cela comme impossible. Le désespoir l'envahit en imaginant être amené devant le chef et exécuté, ce qu'il refusait d'accepter. Pour cette raison, il décida qu'il devait s'échapper. À ce moment-là, Asher et le chevalier qui l'accompagnait se contentèrent de regarder. Dès que le prisonnier s'est jeté, il a attaqué férocement l'un des gardes. Fou de rage, il leur cria de se pousser de son chemin. Il pensait que sans la magie de Vilchamp, il n'avait aucun moyen de percer les défenses ennemies, ne lui laissant qu'une seule option. Immédiatement après, il promit de tuer un chevalier, de lui voler sa monture et de s'enfuir, et il se précipita sur lui. La tension était palpable. Il serrait fermement le couteau, rongé par le désespoir. Au même instant, le chevalier bloqua l'attaque avec son épée. L'attaquant recula, sous le choc, n'imaginant pas que son plan serait déjoué si rapidement. Il fut ensuite projeté dans les airs, complètement stupéfait par ce qui s'était passé. En tombant, il vit sa lame s'envoler de sa main, réalisant trop tard qu'il l'avait lâchée. Quelques instants plus tard, il s'écrasa au sol et fut maîtrisé par 2 soldats tandis que le chevalier le réprimandait pour avoir jeté son arme et n'avoir montré aucun sens de la fierté. Le guerrier se contenta de ricaner, se moquant de ses paroles. Il dit que la fierté était réservée à ceux qui étaient encore en vie. Ensuite, il s'excusa auprès de son camarade pour lui avoir montré une scène aussi désagréable. Enoch expliqua qu'il n'avait pas l'habitude de se battre de cette façon, mais regretta de ne pas avoir eu le temps d'être plus prudent. Asher, pour sa part, loua la performance de son compagnon. Curieux, il lui demanda pourquoi il avait épargné les bandits. En réponse, le chevalier dit qu'il avait entendu dire qu'il y avait des visages familiers parmi eux. Il expliqua en outre qu'ils pourraient être des survivants d'une attaque de la ville, et qu'ils seraient emmenés au château pour confirmer leur identité avant que leur sort ne soit décidé. À ce moment-là, un soldat donna l'ordre à tout le monde de se préparer au retour et de déplacer les prisonniers. Il tira alors l'un des hommes ligotés qui résistait avec acharnement. Un autre bandit, également ligoté, tenta de s'enfuir désespérément, craignant la mort, mais fut arrêté par un ordre ferme. Alors que le fugitif se débattait, le soldat promit de s'occuper de lui. Juste à ce moment-là, Asher intervint et leur demanda d'attendre, sentant que quelque chose n'allait pas. Le bandit implora de l'aide, tandis qu'ils écoutaient tous les deux ses cris désespérés. Soudain, une lueur rouge enveloppa le corps du soldat, qui demanda ensuite si quelqu'un d'autre pouvait sentir l'odeur du sang. Alors que le groupe restait en alerte, quelque chose se recroquevillait vers le garde.
Il leva instinctivement sa défense. Quelques instants plus tard, une tête tranchée roula sur le sol laissant une traînée de sang grotesque. La scène choqua le groupe qui se demandait ce que cela pouvait être. Certains spéculaient que c'était un ORC, mais avaient du mal à le croire. Asher examina la possibilité et demanda si c'était vraiment un ORC. Il pensa que peut-être les aventuriers précédents n'avaient pas été capables de le vaincre. Avec un frisson, il réalisa qu'il sentait des dizaines de présences similaires à cette créature, comprenant qu'il n'avait pas affaire à une seule. Il conclut rapidement que l'être devait être le chef des bêtes. Il ressemblait à quelque chose qu'il avait déjà affronté avec une bouche en forme de sourire et un corps colossal. D'après sa taille, il en déduisit que la créature avait évolué. Les orques commencèrent à bouger, lançant leur assaut contre le groupe. Enoch ordonna rapidement à tout le monde d'adopter des formations défensives et de se concentrer d'abord sur les gobelins, laissant l'ORC principal pour plus tard. Il chargea alors l'une des créatures et porta un coup direct. Il sentit l'impact le traverser et réagit avec douleur. À ce moment-là, l'ORC se prépara à l'écraser sous ses pieds. Cependant, des aventuriers proches contre-attaquèrent et réussirent à repousser le monstre. Malgré cela, Enoch profita de l'ouverture et porta un coup précis avec son épée. D'un mouvement ferme, il retira la lame, provoquant un saignement intense. Quelques instants plus tard, l'ORC tomba au sol alors que le groupe commençait à reculer. La créature se tordait de douleur, du sang coulant de sa bouche et de sa poitrine. Puis elle saisit un petit gobelin dans ses mains. Les soldats regardèrent avec horreur la bête dévorer le plus petit allié. Quelques instants plus tard, elle recracha un os couvert de sang. Puis elle se releva, enveloppée d'une aura menaçante. C'est alors qu'Enoch se demanda si l'ORC s'était guéri en dévorant l'un des siens. Avec un regard grave, il conclut qu'il ne quitterait pas cet endroit en paix. Enoch cria à tout le monde de se préparer au combat alors que l'ORC se levait d'un air menaçant. La créature lança alors son épée d'un coup rapide et inattendu. Harris sentit soudain la lame passer dangereusement près de son visage. Il réussit à bloquer l'attaque, bien qu'il se demanda pourquoi l'ennemi avait lancé son arme de cette manière. Avec l'impact, cependant, sa propre épée se brisa en morceaux sous la force brute du coup de l'ennemi. Des éclats de la lame brisée se dispersèrent autour de lui. Plusieurs fragments lui coupèrent le visage, laissant des blessures profondes et provoquant un saignement abondant. Quelques instants plus tard, Harry hurla de douleur, son corps couvert de traînées de sang. Un autre compagnon, horrifié par la scène, cria son nom avec alarme. Alors que Perrault l'appelait, le monstre apparut soudainement à ses côtés. Perrault se prépara à frapper, déclarant qu'il allait porter un coup. Mais lorsqu'il attaqua, il fut choqué de constater que son épée était coincée dans les muscles épais de la créature. Il essaya de la retirer de toutes ses forces, mais elle ne bougea pas. L'ORC commença à se rapprocher avec ses mains massives. Avant que la créature ne puisse l'achever, elle fut frappée directement au visage par une autre attaque. À ce moment-là, Asher rapprocha Perrault, des pierres commençant à léviter autour de lui. Glissant à ses côtés, Perrault confirma qu'il était toujours en vie, mais admit qu'il y avait un nouveau problème. Les larmes aux yeux, il demanda comment il était censé se battre maintenant qu'il avait perdu son épée. Asher expliqua qu'après avoir dévoré le gobelin, la vitesse de régénération et la résistance physique de l'ORC avaient considérablement augmenté. Perrault se rappela comment il avait mis toutes ses forces pour essayer de couper le bras de la créature, admettant qu'il n'avait jamais entendu parler d'un ORC aussi puissant. Il se demandait même à voix haute si c'était une entité légendaire. Mais Asher a rapidement réfuté sa théorie, le laissant encore plus confus. Surpris, Peric a insisté sur le fait qu'une telle force ne pouvait pas venir d'un ORC ordinaire. Asher a expliqué que cette créature possédait des capacités de régénération et de renforcement par la consommation. Il pouvait aussi commander ses subordonnés et même les rendre fous. D'autres monstres ont commencé à apparaître, renforçant la menace. La puissance de l'ORC était si grande qu'elle dépassait même les chevaliers entraînés, ce qui le rendait complètement différent de tous les autres. L'un de ces chevaliers a été soudainement projeté sur le côté après avoir été frappé par la bête. Même face à un tel danger, Asher a souri, disant que si c'était tout ce que la créature avait, elle était bien trop faible pour être considérée comme une entité spéciale. Puis une silhouette encapuchonnée est apparue, conjurant de la magie, et il a été expliqué que les sorts ordinaires avaient une limite fixe. Dépasser cette limite les faisait s'effondrer. Pourtant, il existait un sort sans une telle limite, la manipulation géographique. Asher s'est préparé à le lancer, ses mains enveloppées d'énergie magique. Alors qu'il faisait les gestes, un cercle magique massif s'est formé autour de lui. Au centre d'un tourbillon de terre et de débris, il s'est tenu ferme, stupéfiant les soldats environnants. 2 d'entre eux ont paniqué lorsque le sol a tremblé en criant de peur, demandant si d'autres espèces étaient à proximité, terrifiés par la mort. Enoch a essayé de les calmer, les exhortant à maintenir leur position, insistant sur le fait que c'était seulement la magie d'Asher. Pourtant, même lui a commencé à remettre en question la situation. Bientôt, le paysage s'est ouvert en un abîme massif rempli d'innombrables créatures, tandis que le groupe d'Enoch se tenait sur une plateforme surélevée. Des gobelins ont dégringolé dans la fosse nouvellement formée. Les plus grandes créatures ont percuté le sol, ensanglantés et rugissant de douleur.
L'ORC principal gisait maintenant blessé au fond de l'abîme, gémissant de fureur. Pendant ce temps, Asher a commencé à chanter un puissant sort de feu, levant une main au milieu des flammes brûlantes. Quelques instants plus tard, une colonne de feu colossale est descendue des cieux. Le sort de 3e niveau, boule de flamme. Parrot a applaudi en regardant les ennemis brûler, trouvant cela profondément satisfaisant pour être réprimandé de garder son calme. Asher a observé attentivement, expliquant que bien que la manipulation géographique n'ait pas de limite à son expansion, peut l'utiliser en raison de son coût en mana extrême par rapport à sa puissance destructrice. Il a soupiré de déception, déplorant que le résultat n'ait pas été à la hauteur de ses attentes malgré le fait d'avoir assez de mana pour créer un effet supérieur. Soudain, une guerre a secoué le champ de bataille, surprenant Asher et le groupe. L'ORC principal, toujours vivant et enveloppé d'énergie rouge, s'est relevé des flammes entourées de gobelins. Péric a demandé à Asher ce qu'il devrait faire maintenant qu'il refusait de mourir par le feu. Profondément plongé dans ses pensées, Asher a commencé à lancer un autre sort, vague. L'aura bleue s'est concentrée dans ses mains, et l'ORC et les gobelins ont été engloutis par une vague d'eau massive. Péric a crié le nom d'Asher alors que le mage levait son bâton avec un regard déterminé. Asher a concentré sa puissance en conjurant plusieurs flèches de glace et une tempête hivernale. Il flottait dans un cercle de givre, déclarant qu'il allait geler l'ORC à mort. Avec des flèches froides amères, d'innombrables projectiles de glace ont percé l'ORC principal. Peu après, les gobelins autour de lui ont également été gelés. Mais malgré les attaques de gel, les orques ont continué à charger furieusement vers Asher, qui a maintenu son cercle de glace. Asher a noté que la créature se régénère ou ignore la douleur, elle ne bougerait plus une fois son corps gelé. Il a tournoyé autour de l'ORC alors qu'il se jetait en avant avec un sourire méchant, les yeux et les crocs brillants. Asher tenait un orbe de lumière bleue pulsant dans ses mains. Il a libéré un orbe gelé massif directement sur l'ORC, le frappant de plein fouet. La bête était complètement enfermée dans la glace. Asher a déclaré que la victoire était complète. La scène s'est déplacée vers la ville magique majestueuse et magnifique de Veuran. 2 jeunes hommes parlaient calmement sur un balcon, l'un demandant à l'autre s'il avait entendu les nouvelles. L'autre a confirmé. L'un a fait remarquer au sujet de la tour magique scellée et de l'explosion supposée de sa source d'énergie, tandis que l'autre s'est demandé si de telles nouvelles pouvaient être dignes de confiance. La disparition de mages et les tours et activités suggéraient des dommages bien trop importants pour un simple accident énergétique, quelque chose que l'un d'eux a admis ne pas avoir ressenti depuis longtemps. L'homme à moustache écoutait les gens spéculer sur une punition divine ou une catastrophe planifiée, ravi que leur théorie ait été prouvée tout en se demandant s'il y avait des messages de la tour. Quelqu'un avait orchestré le scellement de la tour magique de Baumer. L'homme à moustache a murmuré que la tour ne se scellerait jamais d'elle-même, soupçonnant qu'elle avait été attaquée à cause de ses expériences secrètes. Soudain, il a renversé son café, visiblement ébranlé après avoir été attrapé. Une silhouette encapuchonnée l'a agrippé en exigeant qu'il répète ce qu'il venait de dire. Confus, il a demandé ce qui se passait. La femme aux cheveux roux, autrefois encapuchonnée, s'est révélée et a demandé fermement ce qui s'était passé. Avec un regard sérieux, elle l'a pressé à nouveau. Que s'est-il passé à la tour magique de Boomer? Tout le monde a acclamé joyeusement le retour en toute sécurité de l'escouade de soumission. Après la conclusion de la mission, le seigneur hôte a offert un banquet de célébration sur son territoire. Tout en louant les réalisations de chacun, un noble a fait remarquer qu'il ne pouvait voir Asher nulle part. Peu après, il l'a aperçu de l'autre côté de la salle, souriant. À ce moment-là, le mage s'est approché et a demandé si peut-être il était arrivé trop tard. L'hôte a répondu qu'il était arrivé au moment parfait, lui offrant un verre de vin. Après l'avoir remercié, le nouveau venu a exprimé sa surprise de voir des soldats ordinaires au banquet. Pourtant, le noble a insisté sur le fait que le rang et le statut n'avaient pas d'importance ce soir-là. Sur ce, le sujet a changé. L'hôte a demandé si les bandits n'avaient pas été trop forts, ce qui a été rapidement confirmé. Réfléchissant à cela, le mage a commenté qu'avec de telles compétences, les criminels auraient pu choisir des chemins différents. L'autre a convenu, notant que l'enquête de son assistant pourrait éclairer davantage la question. Peu après, le subordonné a révélé que les ennemis étaient des criminels et d'anciens aventuriers de rang or. Après que l'un d'eux ait tué un compagnon, le groupe s'est séparé et a finalement formé un gang de bandits. Après avoir lu le rapport, Asher a compris pourquoi la prime avait été si élevée. Leur niveau de menace le justifiait. Réalisant la raison de la satisfaction de Pity, il a conclu que les pertes auraient été graves sans son intervention. Soudain, il a remarqué le regard particulier de l'hôte et a demandé pourquoi il était regardé de cette façon. Le noble a expliqué qu'Asher avait non seulement vaincu les bandits, mais aussi les demi-humains, ce qui le rendait fier. Il s'est rapidement recomposé, blâmant le vin pour son enthousiasme soudain. Il a ensuite annoncé que grâce au mage, il avait été possible de sauver les villageois et d'honorer les victimes. Sur ce, il a proposé un toast au héros qui avait sauvé son pays. Tout le monde dans la salle a levé ses verres et ses chopes dans une acclamation animée pour le responsable de la victoire. Le banquet dégageait une atmosphère bien différente de celle de la tour de magie. Ici, tout le monde célébrait dans l'unité.
Contrairement à l'environnement froid et prétentieux de la tour, cet endroit était vraiment accueillant. Pour cette raison, la chaleur des gens a profondément ému Verden. Pour la première fois depuis sa fuite, il a été entraîné dans la célébration par un joyeux compagnon. Grâce à cela, il a réussi à sourire sincèrement au milieu de la joie collective. Pendant ce temps, Nuni réalisa le chaos imminent causé par l'effondrement de la tour de magie. Lady Ravalin, cependant, doutait des rumeurs en observant que les structures semblaient toujours intactes. Lorsqu'on lui a demandé, elle a confirmé qu'elle était revenue de Vore, soulagée par ce qu'elle avait vu. Elle s'est ensuite renseignée sur le lieu où se trouvait Verdun, laissant son interlocuteur visiblement hésitant. Il a simplement pointé du doigt la foule distante, indiquant où se tenait le jeune homme. Alors qu'elle s'approchait, la dame est tombée sur un tableau énumérant les noms des personnes disparues. Avec un visage sombre, elle fixa la liste, incapable de croire ce qu'elle voyait. En regardant les photos de tant de mages, elle pensa que cela ne pouvait pas être vrai. En lisant plus loin, elle s'est persuadée que tout cela était une grande erreur, ses yeux fixés sur le portrait d'une personne en particulier. C'était le rapport de Vernon le déclarant disparu dans la chambre d'énergie. À cet instant, elle se souvint du moment où il avait été félicité pour sa chance d'étudier à l'étranger. Puis elle se souvint de la conversation sérieuse qu'ils avaient eue immédiatement après. Ce jour-là, Verden lui avait dit qu'en fin de compte, il avait décidé de rester dans la tour. Rovalon réalisa que c'était la dernière fois qu'elle l'avait vu. La douleur de la perte la consuma, la faisant se couvrir le visage de désespoir. Bientôt, le désespoir se transforma en fureur car elle refusait d'accepter leur séparation. Alors qu'elle pensait à quel point il avait été un ami cher, son énergie magique explosa vers l'extérieur. Soudain, une voix ferme dit que cela suffisait alors qu'une main touchait sa tête. Levant les yeux, elle vit Sir Valdek et l'appela par son nom à travers ses larmes. Toujours ébranlée, elle demanda ce qui s'était réellement passé à la tour de magie. Le puissant explique que la source d'énergie était devenue folle pendant le festival et avait anéanti tous les mages Sacians. De plus, des années de recherche avaient été effacées et le cercle magique de la voûte avait été endommagé. En conséquence, tous les contenus stockés, y compris les livres et les artefacts, ont été perdus dans une destruction incalculable. Valdek a ensuite révélé que la perte la plus regrettable, cependant, avait été autre chose. Le sujet expérimental 77, dont l'esprit aurait pu restaurer les enregistrements effacés. Malgré cela, il a affirmé qu'au moins ils pouvaient encore se venger car ils avaient trouvé une piste sur le coupable. Ravalin a immédiatement demandé ce qu'il voulait dire, et le chevalier a expliqué que quelqu'un avait disparu avant l'incident. Utilisant les ressources de la tour pour suivre cette personne, il lui montra ce qu'il avait trouvé. En recevant l'objet, elle l'a immédiatement reconnu comme le symbole de l'heure sombre. Elle était confuse car il appartenait à un groupe cherchant à dominer le monde par la magie. Valdek a admis qu'il ne savait pas comment ils s'étaient infiltrés, mais lui a assuré qu'ils étaient impliqués dans la catastrophe. Pour venger ceux qui étaient morts, il annonça la formation d'une escouade d'extermination et lui offrit une place parmi eux. En réponse, elle serra fermement le poing, brillant d'une énergie intense. Voyant son expression déterminée, il comprit que sa décision était déjà prise. Quelques jours plus tard, à la guilde des aventuriers du territoire de Pégase, un homme remercia Asher d'avoir attendu. Le maître de guilde s'est ensuite excusé auprès de Sir Asher pour l'incident récent. Il expliqua qu'ils avaient envoyé des aventuriers de rang or, mais que le résultat avait été désastreux. Pour Asher, cela ne semblait être qu'une coïncidence. Soulagé de sa compréhension, le maître de guilde le remercia et lui remit le certificat de récompense. En lisant le document, Asher vit que le total de 24 millions serait réduit à 12 millions après impôt. L'homme expliqua que la taxe de 50% pour les non-affiliés était une loi impériale et ne pouvait être évitée. Cependant, il a révélé qu'il existait un moyen légal de contourner cela. Asher a rapidement déduit que la suggestion était de devenir un aventurier. Le maître confirma avec enthousiasme, expliquant qu'il pouvait commencer directement au rang argent en raison de son cas particulier. Bien qu'il ait été encouragé à signer l'inscription, Asher a refusé, estimant que l'argent n'était pas la chose la plus importante. Avec un léger sourire, il a simplement pris le certificat car sa véritable priorité était de devenir assez fort pour sa vengeance. Même après avoir vécu pendant 7 ans comme sujet de test dans la tour de magie, son essence est restée celle d'un mage. En tant que chercheur de mystère, il s'est maintenant retrouvé dans l'entrepôt de la guilde des aventuriers sur le territoire de Pugy. Là, il a révélé qu'il avait apporté le corps de la variante qu'il avait vaincue. De plus, il pourrait mener une étude complète de la créature. Tout en analysant le cadavre, il a été surpris de découvrir que la guilde possédait un artefact capable de préserver tout ce qu'il recouvrait. Malgré cela, la puanteur était insupportable car l'état du cadavre était loin d'être idéal. Inspectant l'ORC, il a noté que les pupilles rouges et la peau rougeâtre n'étaient pas inhabituelles. Mais la bouche déchirée de la créature et son physique imposant la distinguaient des autres de son espèce. De cela, il a conclu que ces traits indiquaient une mutation, pas une évolution vers une espèce supérieure. Quelque chose l'inquiétait car l'analyse semblait toujours incomplète. Après tout, la mutation seule ne pouvait pas expliquer la régénération de la créature ou sa force monstrueuse. Soudain,
son attention fut attirée sur un détail qu'il avait négligé. Il remarqua bientôt que le monstre portait une cicatrice. Il a réfléchi que le pouvoir régénérateur de l'ORC, capable de restaurer même la chair carbonisée, n'avait pas guéri cette blessure. Par conséquent, la créature a dû acquérir ses capacités régénératrices après avoir reçu cette cicatrice. Il a conclu que la marque était le résultat d'une incision faite pour accorder des pouvoirs à un demi-humain. Étant donné que la seule méthode connue pour y parvenir était par le biais de l'évolution forcée, la déduction l'a profondément troublé. Ainsi, il déduisit que quelqu'un avait artificiellement créé la variante, un scénario du pire. Quelques jours plus tard, alors qu'il se disait au revoir, Conrad insista sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de l'escorter si loin. Mais le mage répondit que lui sauver la vie était le moins qu'il puisse faire. Malgré cela, Asher sentait qu'il avait déjà beaucoup reçu en retour, pointant vers l'équipement magique qui lui avait été donné. Conrad rétorqua qu'un tel équipement n'était rien de plus que la récompense légitime qu'il méritait. Avec un sourire sincère, Asher le remercia. Le voyageur est alors parti tandis que Conrad lui souhaitait une bonne santé. Juste après, Conrad cria qu'Asher devrait utiliser son nom dans n'importe quelle succursale de la guilde, promettant qu'il ne le regretterait pas. Après leurs adieux, le mage lança un sort de vol et s'éleva rapidement à travers la forêt. Bientôt, il arriva dans un village à la frontière entre le territoire de Pega et la baronnie de Marty. Maîtrisant le sort, il atterrit discrètement dans une rue du village. Consultant une carte, il confirma qu'il s'agissait du seul établissement entre la ville et la baronnie. Il acheta un fruit et calcula qu'une nuit de repos ici conviendrait à son programme. Cependant, en le goûtant, il fronça les sourcils en réalisant que quelque chose n'allait pas. Entendant une conversation à proximité, il sentit une opportunité de recueillir des informations et décida d'écouter plus attentivement. Utilisant le sort murmure du vent, il découvrit que la plus grande préoccupation des villageois était les gobelins. Un homme se plaignit que les monstres avaient volé leur bétail, les obligeant à payer cher les aventuriers. Un autre essaya de le calmer tandis qu'Asher se demandait silencieusement pourquoi il y avait des gobelins dans cette région. Après tout, c'étaient des parasites qui commençaient par de menus larcins, mais en groupe, pouvaient attaquer des villages entiers. Sachant que faire appel à des aventuriers était la solution habituelle, il jeta le reste du fruit de côté avec dédain. Bientôt, la conversation se tourna vers une rumeur à propos d'un monstre dans la forêt, ce qui éveilla encore plus son intérêt. Même si le chef du village avait ordonné le silence, un homme s'apprêtait à raconter l'histoire. Il commença en racontant comment, quelques jours auparavant, un chasseur était entré dans la forêt pour vérifier ses pièges comme d'habitude. Puis il entendit le cri d'un sanglier et se retourna pour voir ce qui se passait. Là, il trouva un gobelin avec une bouche déchirée, plus grande qu'un ORC, dévorant férocement l'animal. Alors que les villageois effrayés débattaient, le mage dissipa silencieusement son sort d'un claquement de doigts. Réfléchissant à l'information inattendue, il pensa au gobelin à la bouche déchirée. Avec un léger sourire, il conclut que cela pouvait difficilement être une simple coïncidence. Ainsi, il tourna son regard vers les montagnes. Sa prochaine destination était maintenant décidée. À ce moment, une lance magique vola à grande vitesse à travers la forêt. Elle perça directement l'œil d'un éclaireur gobelin. Le corps de la créature s'effondra lourdement au sol tandis que deux aventuriers observaient depuis les buissons. Avec cette frappe, Myrna se vanta de son amélioration à son compagnon, Tok. Mais il la gronda pour s'être vanté d'une cible aussi facile, lui rappelant qu'ils étaient toujours en mission. Peu après, le chef du groupe, Iris, demanda à leur éclaireur, Mild, s'il avait trouvé le moindre signe de gobelin. Il pointa vers une grotte à proximité indiquant qu'elle semblait être le repère des monstres. En regardant de plus près, ils remarquèrent les totems en os qui marquaient la présence de hobgoblins, une espèce supérieure. Sur ce, Iris ordonna de détruire les totems et les avertissements avant d'entrer, gagnant l'approbation de son groupe. Elle lança ensuite un sort pour améliorer la vision de ses compagnons. Myrna, stupéfaite, réalisa qu'elle pouvait maintenant voir parfaitement dans le noir. Iris confirma que de cette façon, il n'aurait pas besoin de torcher, ce qui lui valut des éloges pour sa fiabilité en tant que chef. Après s'être préparés, les aventuriers avancèrent vers l'entrée de la grotte. Mais soudain, la chef s'arrêta, incitant Myrna à demander avec confusion ce qui n'allait pas. Bien qu'elle ait dit que ce n'était rien, Iris sentit la faible présence de mana et resta sur ses gardes. Au loin, la forêt restait silencieuse, cachant la présence de quelqu'un d'invisible. Pendant ce temps, un bruissement dans les buissons révéla qu'ils étaient observés depuis le début. À l'intérieur d'une grotte sombre, une faible lumière marquait le chemin plus profondément à l'intérieur. Devant, un groupe de gobelins effectuait un rituel autour d'un feu de camp. Soudain, l'un d'eux ne remarqua pas une lueur émergeant de l'obscurité du tunnel. L'instant suivant, une flèche perça directement sa tête, choquant la créature à côté de lui. Sur ce, les aventuriers chargèrent rapidement dans la bataille. À ce moment, les deux guerriers bondirent en avant, abattant des gobelins avec leurs épées. Pendant ce temps, l'archer remarqua que tout semblait bien se passer, mais le mage la prévint de ne pas baisser sa garde. Après l'escarmouche, le groupe se rassembla pour étudier le passage ombragé devant eux. C'est alors que Myrna se porta volontaire pour explorer le chemin,
tandis qu'Iris l'exhorta à être prudente et à envoyer un signal. Alors que Myrna avançait, elle trouva un couloir jonché de cadavres de gobelins. Son expression se durcit soudainement. L'épéiste demanda ce qui n'allait pas, et elle répondit qu'elle venait d'entendre quelque chose d'étrange. Depuis l'ombre, une silhouette se révéla lentement. Quelques instants plus tard, une créature massive se leva du sol. Surpris, tout le groupe se tourna pour faire face à la figure émergeant devant eux. À cet instant, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un gobelin mutant géant, dont on n'avait pas parlé dans la mission. Arme à la main, Iris annonça qu'elle se concentrerait sur sa chute et expliquerait le plan. Elle ordonna à Myrna de tirer sur l'œil droit du gobelin, tandis que l'aucun mille gagnerait du temps jusqu'à ce qu'elle puisse en finir. Suivant la stratégie, l'archer sauta d'un rocher, arc tendu, visant avec précision. Ses flèches frappèrent directement l'œil du monstre. Alors que la créature titubait de douleur, Locke cria à Mial de lever son bouclier immédiatement. Les deux guerriers chargèrent alors ensemble, leurs armes brillant d'énergie. Mais alors que Locke sautait pour frapper, il réalisa que son attaque avait peu d'effet. En plein élan, il remarqua que quelque chose n'allait pas. La main massive du gobelin se referma en essayant de le saisir. À ce moment, Iris prépara un sort d'explosion de mana. Elle libéra plusieurs sphères d'énergie qui s'écrasèrent sur le corps du gobelin. L'impact fit chanceler et rugir la bête. Avec une force terrifiante, il lança un autre gobelin directement sur eux. Étourdi, Locke cria que la créature venait de lancer l'un des siens. Immédiatement, Myrna cria à Iris de se baisser alors que le corps fonçait vers elle. Depuis l'ombre, Asher intervint, utilisant une capacité pour dévier le projectile en plein vol. Une vague d'énergie frappa le gobelin en vol, modifiant sa trajectoire. Le cadavre s'écrasa violemment contre le mur de pierre juste à côté du mage. Effondré sur le sol, Iris fixa la tache sombre sur le mur. Au même moment, une autre flèche vola à grande vitesse. Celle-ci frappant précisément dans l'œil restant du gobelin géant. L'impact fit tomber le monstre au sol, finalement vaincu. Le groupe se précipita pour s'assurer qu'Iris allait bien, qui leur assura qu'elle allait bien. Toujours confuse, elle nota à voix haute que la trajectoire de vol du gobelin avait soudainement changé, la sauvant d'un coup direct. Finalement, Locke suggéra que tous retournent au village pour leur récompense puisque la mission était maintenant terminée. Caché une fois de plus, Asher regarda le groupe partir et murmura qu'il était heureux que rien de pire ne se soit produit. Près du cadavre du gobelin, il a révélé qu'il avait suivi le groupe invisiblement pour observer l'un des spécimens. Il a conclu que, bien que toutes les autres variantes qu'il avait rencontrées arboraient des sourires déchirés, ce gobelin était différent. Contrairement aux autres, celui-ci n'avait été rien de plus qu'une expérience ratée. Alors que le groupe se reformait, Iris a demandé à tout le monde de ratisser la zone à la recherche de monstres restants. Asha réalisa alors que le mage était très sensible au mana, et que ce n'était pas une simple coïncidence si elle avait senti sa présence plus tôt. Il soupira de frustration de n'avoir recueilli aucune information utile de la créature. Soudain, une voix le surprit. Un homme émergea des profondeurs de la grotte, remarquant que quelqu'un était arrivé pendant son absence. Immédiatement, Iris demanda son identité et l'avertit de ne pas s'approcher. Le nouveau venu se présenta comme le gardien de l'endroit qu'il venait de détruire. Il expliqua que la créature avait révélé leur emplacement en construisant un totem car la manipulation du cerveau n'avait pas réussi à supprimer ses instincts. Il demanda ensuite si le groupe avait remarqué un comportement inhabituel chez le gobelin. Quand ils restèrent silencieux, il en déduisit qu'il n'y avait rien de spécial et s'inquiéta de la réaction du professeur. Décidant qu'il devait corriger l'erreur, il déclara que toutes les personnes présentes devraient mourir. Entendant la menace, les aventuriers prirent immédiatement leur position de combat. Iris demanda s'il avait l'intention de se battre seul, et l'homme confirma, disant que c'était le seul moyen d'assurer leur silence. En dernier recours, elle offrit une promesse de secret pour éviter le conflit. Mais il rejeta la proposition en disant qu'il n'avait aucune intention de les laisser repartir vivants. Avec un sourire sinistre, il avoua que ce qu'il voulait vraiment, c'était simplement les entendre crier. Alors qu'il avançait vers le groupe, il les railla en demandant qui aimerait mourir en premier. Soudain, une nouvelle voix déclara que le seul qui mourrait serait lui. L'homme se moqua de ce qu'il considérait comme une vaine bravade. Aussitôt, cependant, il réalisa que la voix venait de derrière lui. Se retournant rapidement, il essaya d'identifier l'orateur. Asher apparut, sortant de l'ombre, interrogeant l'homme sur ses menaces de cris et de mort. L'homme se laissa tomber en position défensive alors que l'intrus lui disait que c'était lui qui prétendait être fort. Avec son corps enveloppé dans un sort d'énergie se formant dans ses mains, Asher demanda froidement, « N'êtes-vous pas d'accord ?» Ainsi, Asher avança vers l'homme en déclarant qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir. Malgré cela, son interférence était devenue nécessaire pour empêcher le groupe derrière lui d'être anéanti. À ce moment, il se rappela comment l'homme avait qualifié le gobelin de sujet de test. La mention d'un personnage appelé le professeur attira également son attention. Avec cette certitude, le gardien le regarda sérieusement et exigea de savoir qui il était. Asher, cependant, refusa de répondre alors qu'il commençait à préparer un grand cercle magique. Le gardien affirma que cela n'avait pas d'importance, même si son identité n'était jamais révélée. Il se jeta en avant enveloppé d'une aura,
jurant que la mort d'Asher entre ses mains était inévitable. En réponse, le mage conjura un sort de multiples flèches de feu. Le gardien, cependant, trancha chaque projectile enflammé avec des rafales d'énergie. À ce moment, la lame de l'homme s'opposa directement au bouclier magique d'Asher. La barrière se brisa, libérant une vague de mana qui projeta l'ennemi en arrière. En atterrissant, le gardien réalisa que sa vitesse venait de jambes renforcées par l'énergie. Au même moment, Asher nota la vitesse supérieure de son adversaire et décida qu'il devrait modifier sa stratégie de combat. Le gardien loua la rapidité d'incantation d'Asher et déclara qu'il augmenterait également sa vitesse. Avec un défi, il sauta d'un mur, plongeant directement sur le mage. Asher répondit par un double sort, combinant la tempête hivernale et la magie de glace. La capacité de manier la glace et le vent simultanément surprit son adversaire. Une tempête de glace déferla sur le gardien. Même en reconnaissant la compétence derrière l'attaque, l'homme évita habilement chaque projectile. Il sauta par-dessus Asher, raillant que l'assaut était inutile s'il manquait sa cible. Le mage, cependant, resta immobile, la tête baissée. Au dernier instant, la frappe d'énergie du gardien trancha à quelques centimètres au-dessus de sa tête. Asher se pencha brusquement en arrière, esquivant complètement le coup. L'évasion choqua à la fois le gardien et Iris, qui ne pouvait pas comprendre comment un mage pouvait réagir avec une telle vitesse. Immédiatement après, Asher activa un sort d'inflammation s'enveloppant de flammes. Une explosion massive éclata, consumant la zone où se tenait le gardien. Quelques instants plus tard, la pluie commença à tomber sur le champ de bataille. Au milieu de la tempête, l'ennemi réalisa qu'il avait été attiré dans une contre-attaque. Il jura qu'un tel tour ne fonctionnerait plus. Asher demanda alors si cela signifiait que les pièges ne l'affecteraient plus, déclarant qu'à partir de ce moment, il se battrait comme un vrai mage. Le sol trembla, s'élevant soudainement, faisant crier Iris alors que la terre montait sous eux. Le pilier de pierre continua de s'élever, laissant le groupe perplexe. Quand il s'arrêta finalement, Iris reconnut le sort comme une manipulation du terrain et fut étonnée qu'il soit utilisé au combat. Elle réalisa qu'avec une incantation aussi rapide et une magie à grande échelle, ses réserves de mana devaient être immenses. Elle en conclut qu'elle n'avait jamais vu un style de combat comme le sien auparavant. Le gardien se moqua d'Asher pour s'être enfui dans les airs après avoir promis de se battre comme un mage. Mais il réalisa alors que son adversaire s'était non seulement élevé lui-même, mais avait également élevé les aventuriers avec lui. Il remarqua trop tard que les flammes précédentes avaient fait fondre les éclats de glace, créant une flaque d'eau à ses pieds. À ce moment, Asher étendit sa main vers elle. Confus, le gardien leva les yeux. Pendant ce temps, Iris observa attentivement la scène. Elle reconnut immédiatement l'attaque, la magie de la foudre. Asher activa un sort de foudre de 3e niveau, un exploit si difficile que seule une poignée de professeurs d'académie pouvaient le manier. L'énergie était si intense qu'il lutta de toutes ses forces pour la contrôler. Stupéfait, le gardien exigea de connaître l'identité d'Asher, choqué qu'il puisse utiliser le feu, la glace, le vent et même la foudre. Iris réalisa alors qu'il effectuait un triple sort, fusionnant plusieurs éléments à la fois. La frappe combinée déclencha une explosion, soulevant un énorme rideau de poussière et de débris. Lentement, la fumée commença à se dissiper. Lorsque la brume se dissipa, le mage descendit légèrement au sol. Il exigea des réponses du gardien au sujet d'un ORC qu'il avait rencontré. Puis il demanda si toutes ces créatures étaient liées au professeur. Blessé et effondré, l'homme comprit qu'Asher avait été responsable du sort de l'ORC. Avec un sourire narquois, il demanda si le jeune mage venait de l'Arche. La mention de l'Arche laissa Asher visiblement confus. Le gardien a balayé le besoin pour lui de savoir, mais Asher a insisté sur l'emplacement du professeur, révélant son intérêt pour les expériences. Même en reconnaissant le danger, l'homme a commencé à révéler où se trouvait le professeur. Mais avec une soudaine volte-face, il a choisi de mourir aux côtés d'Asher et a craché quelque chose de sa bouche. Au dernier instant, Asher a levé un bouclier magique pour se protéger. A immédiatement compris l'intention de l'homme et préparé un sort d'anéantissement final. Avec regret, il déplora que ses efforts pour recueillir des indices sur les bouffons aient été vains. Il résolut néanmoins de se concentrer sur ce qui devait être fait. Il se dirigea vers le groupe d'aventuriers. Avec une silhouette sombre et des yeux brillants, il se tenait devant eux pour annoncer sa décision. Il déclara froidement qu'à partir de maintenant, ils devraient tous suivre ses ordres. De retour au village, Iris informa Asher qu'elle avait suivi ses ordres et reçu une compensation supplémentaire du chef. Elle expliqua que le paiement était de 1 200 000,0 ALK en échange du silence sur le gobelin mutant. Une fois l'accord confirmé, Asher lui tendit une bourse de pièces en lui demandant de l'accepter. Surprise, elle hésita, mais il précisa qu'il s'agissait de la commission pour la mission. Ensuite, il demanda au groupe de l'accompagner dans la ville de Marty. Pendant le voyage, Iris profita de l'occasion pour l'interroger sur la théorie de la magie élémentaire, et bientôt le groupe arriva à destination. En entrant dans la ville, Asher observa attentivement les rues tout en cherchant une banque. Pendant que les autres se dirigeaient vers la guilde pour soumettre leur rapport, Iris fut chargée de le guider. Comme il a exprimé le désir de gérer sa récompense et d'ouvrir un compte, elle a suggéré qu'il visite d'abord la mairie.
Avec assurance, elle prit les devants, affirmant qu'elle connaissait très bien Martz. De loin, le reste du groupe a fait remarquer à quel point leur dirigeant semblait calme même après ce qui s'était passé dans la grotte. Leur première destination était l'hôtel de ville de Martz, l'autorité responsable de la gestion des récompenses. À l'entrée, Edgar tenta d'arrêter Asher pour ne pas avoir de pièces d'identité vérifiables. La situation a été résolue lorsqu'il a présenté la garantie émise par le baron Paeti. À l'intérieur du bâtiment, un fonctionnaire l'a accueilli avec enthousiasme, déclarant qu'il avait déjà entendu parler de ses actes. La gratitude venait du fait que sa propre famille vivait sur le territoire du baron, qu'Asher avait protégé des bandits. De façon inattendue, l'homme lui a également délivré une nouvelle pièce d'identité. Grâce à cela, Asher a pu ouvrir un compte bancaire sans difficulté. Bien qu'il ait encore son ancien compte à Vien, il savait que l'utiliser pourrait attirer l'attention du maître de la tour. Dans cette optique, il a choisi de rester prudent. Ensuite, il visita un forgeron demandant que son arme soit refondue en son bâton. Le forgeron estima à 3 jours le temps nécessaire pour terminer le travail et lui fournir un bâton temporaire en attendant. Alors qu'il marchait, Iris demanda pourquoi il préférait ce type d'arme. Il répondit simplement qu'il s'était habitué à utiliser des balais. Peu de temps après, ils arrivèrent à la bibliothèque publique de Mardi. Curieuse, Iris demanda qu'il cherchait des livres d'enchantement, mais avertit qu'il pourrait ne pas être adapté à son niveau. Il répondit que les bases suffiraient. Puis elle demanda combien il avait l'intention d'en prendre. À sa grande surprise, Asher répondit tous. Dans la grande salle de lecture, le bibliothécaire tenta d'intervenir en remarquant l'énorme pile de livres. Asher demanda que le coût soit débité de son compte et que les volumes soient livrés à son hôtel. Une fois confirmé, le bibliothécaire a célébré la plus grande vente de l'histoire de la bibliothèque. À la fin de la journée, Iris se reposait épuisée sur un bureau tandis qu'Asher restait plongé dans un livre. Reprenant son souffle, elle demanda si elle l'avait maintenant emmené partout où il voulait aller. Il répondit que c'était suffisant pour la journée, la surprenant avec une réponse aussi simple. Quelques instants plus tard, Iris réalisa qu'elle ne lui avait jamais demandé son nom et décida de le faire. De derrière le livre, il se présenta comme Asher, mais lui dit qu'elle pouvait l'appeler comme elle le souhaitait. Elle accepta et demanda qu'il parle plus naturellement à partir de ce moment-là. Saisissant cette chance, Iris s'enquit enfin de la raison de sa présence dans la grotte. La question le laissa pensif sans réponse immédiate. Après avoir réfléchi, il donna une vague excuse disant qu'il avait poursuivi cet homme. En entendant cela, elle sembla comprendre. Elle se souvint ensuite de ses questions sur le professeur à l'intérieur de la grotte et commença à reconstituer les pièces du puzzle. Asher fit remarquer que même s'il n'avait pas beaucoup gagné, la journée avait déjà été assez longue et qu'elle devrait se reposer. Néanmoins, Iris proposa de l'accompagner puisqu'il était nouveau dans la ville, mais il refusa. Dans la rue, elle lui souhaita bonne nuit en disant qu'elle le verrait le lendemain. Alors qu'elle s'éloignait, elle célébra discrètement la fin d'une longue journée de travail. S'effondrant sur un banc, elle murmura que c'était vraiment un homme étrange. Réfléchissant, elle reconnut sa maîtrise magique, capable de manipuler tous les attributs élémentaires avec une réserve d'une manière incommensurable. Il commandait également des théories supérieures à celles de nombreux professeurs et possédait même un talent d'enseignant. Son apparence, nota-t-elle, suggérait qu'il devait être assez populaire. Et pourtant, chaque fois qu'elle parlait avec lui, son attitude était rigide, presque comme un épouvantail. Soudain, elle se prit le visage avec confusion alors que son image continuait de surgir dans son esprit. Finalement, elle conclut qu'il était le mage le plus compétent qu'elle ait jamais rencontré, un talent rare. Déterminée, elle résolut que demain elle lui poserait encore plus de questions sur la magie élémentaire. À ce moment-là, une explosion lointaine attira son attention. Elle se tourna brusquement vers le son. À son horreur, elle réalisa que l'hôtel Lorix était englouti par les flammes. Immédiatement, elle se souvint que c'était l'endroit où Asher séjournait. Au milieu de l'incendie, une silhouette humaine flottait dans les airs. Iris fixa la scène, incapable de croire ce qu'elle voyait. La silhouette se révéla être Asher, ses yeux brillant d'une lumière intense et surnaturelle. Dans un laboratoire, la silhouette cagoulée informa un homme à lunettes que Surgeon était mort. L'homme demanda qui l'avait tué, et la silhouette cagoulée répondit qu'il avait trouvé des traces de magie offensive. En entendant la conclusion que quelqu'un d'autre avait assassiné Surgeon, l'homme lança une fiole au visage de la silhouette cagoulée. Yuna l'avertit de ne pas faire l'idiot. Avec un regard acéré, il répéta sa question sur qui avait tué Surgeon. Celui qui était cagoulé expliqua qu'il n'avait pas encore confirmé le coupable. L'homme déplorait la mort du chirurgien avant de s'enquérir du sujet de test. Le subordonné confirma que toute trace du chirurgien et du sujet de test avait été complètement effacée. Sur ce, le professeur le réprimanda pour ne pas avoir réglé le cas du tueur du chirurgien également. À ce moment, il fit le lien entre la mort du gobelin et du chirurgien et le silence des deux sujets de test de la baronnie de Pailly. L'expérience étant presque terminée, il se demanda si le groupe connu sous le nom d'Arche les avait déjà découverts. Il ordonna alors à la silhouette encapuchonnée de ne pas revenir tant qu'elle n'aurait pas tué le responsable. Le messager partit, déterminé à trouver le coupable à tout prix. Pendant ce temps, à l'hôtel,
Asher s'exerçait à la magie d'enchantement de base lorsqu'une voix le salua. Alors qu'il continuait à s'entraîner, la voix l'avertit de s'endormir rapidement, car son dernier instant arriverait en se couchant. Soudain, l'homme encapuchonné caché sous le lit se méfia du silence dans la pièce. Quand il remarqua le sort osseux de la terre se former, il fut choqué d'avoir été découvert. Asher frappa directement avec son bâton, forçant l'intrus à bondir en arrière de surprise. Immédiatement après, l'ennemi flotta dans les airs, enveloppé d'une aura de feu flamboyante. Dans la foule, l'assassin observa l'utilisation de la magie explosive dans un espace confiné. À partir de là, il conclut qu'Asher était un mage de 3e rang et décida de se retirer pour le moment. Pour couvrir sa fuite, il cria à une attaque terroriste semant la panique parmi les gens. Asher ordonna rapidement à tout le monde de fuir et de signaler immédiatement l'incident aux gardes. Au milieu du chaos, il réfléchit à la façon dont l'assassin avait réussi à échapper à sa détection magique. Il réalisa que l'ennemi avait fait une erreur en se précipitant. En effaçant complètement sa présence, il était devenu encore plus visible pour Asher comme un trou noir sur une page blanche. Une attaque le frappa alors directement. Alors que l'assassin s'enfuyait, il se demanda comment il avait été détecté et ce que l'Arche avait envoyé exactement contre lui, stupéfait par le manque d'hésitation de son adversaire. Impassible, Asher prépara un sort de flèche magique. L'ennemi esquiva les projectiles tout en sprintant dans une ruelle. Bondissant en arrière parmi les décombres, il essaya de se protéger du barrage magique. D'en haut, Asher observa et demanda s'il était entré dans le bâtiment juste pour éviter son attaque. Il atterrit ensuite devant pour continuer la poursuite. À l'intérieur, il réalisa que l'assassin avait choisi un bâtiment occupé par des vagabonds. À ce moment, l'un des hommes le confronta à propos de l'agitation, mais Asher demanda seulement où était allé l'assassin. L'homme se contenta de le regarder avec un sourire ironique, commentant son impatience. Puis il précisa que toute information aurait un prix. Avec un soupir, Asher remarqua qu'il n'y avait pas d'échappatoires évidentes à l'intérieur. Au moment où il conclut que l'assassin était toujours à proximité, un poignard lui effleura le visage. L'ennemi avait utilisé l'homme comme bouclier, le poignardant dans une tentative de frapper Asher. Caché derrière le corps, l'assassin observa attentivement la réaction d'Asher. Asher le regarda fixement, reconnaissant le cordis du mouvement. Sans hésitation, il libéra une onde de choc qui projeta l'ennemi contre le mur du fond. À quelques jours de l'impact, l'assassin élabora rapidement un plan pour inciter Asher à dépenser de l'énergie sur une barrière magique, puis s'échappa pendant l'ouverture avec une bombe fumigène. Armé, il se pencha en avant pour une frappe finale. Mais à son grand choc, Asher ne leva pas de barrière. Au lieu de cela, il reconnut le sort, bombe de terre se formant. À sa surprise, le mana était concentré à l'extrémité du bâton, pas en défense. À cet instant, il comprit que son adversaire maîtrisait également le combat rapproché. Le coup atterrit carrément, le forçant à reculer. Puis le sort le souleva dans les airs, l'immobilisant. Désespéré, l'assassin utilisa son dernier recours, une bombe fumigène. L'explosion remplit la pièce d'une épaisse brume noire. Pour disperser le voile sombre, Asher conjura un tourbillon. La fumée se dissipa rapidement, révélant une traînée de sang sur le sol. Méfiant, il se demanda si l'ennemi s'était vraiment échappé. Soudain, une voix ferme l'interrompit, lui ordonnant de ne pas bouger. Entouré de gardes, il fut informé qu'il était en état d'arrestation pour incendie criminel et acte. Bien que la ville de Mardi dormait, le rapport sur l'incident était soigneusement résumé. Le maire Henri Dacre se demanda alors si Asher était vraiment responsable de l'acte terroriste. Aussitôt, un officier précisa qu'Asher semblait plutôt être la victime d'une tentative d'assassinat qui avait mené à la confrontation. Sur ce, le maître de guilde Oscar expliqua que l'affaire semblait être liée à un autre incident, c'est pourquoi il supervisait personnellement l'enquête. Ainsi, le maire montra de l'inquiétude pour le nouveau venu et s'enquit des dégâts causés. En réponse, l'officier rapporta que seuls les 4 derniers étages de l'auberge avaient été détruits et qu'un criminel recherché était mort, bien que l'assassin soit toujours en fuite. Il mentionna également le témoignage d'une aventurière qui avait rencontré un gobelin mutant et un assaillant armé dans une grotte. Cependant, Oscar révéla que lorsqu'ils avaient visité le site, ils n'avaient trouvé aucune trace de corps ou de gobelin. L'endroit était complètement vide, sans aucun signe de monstre ou de créature. Par conséquent, le maire conclut qu'un groupe organisé ciblait des aventuriers et exprima son inquiétude quant à la possibilité d'autres incidents. Le maître de guilde confirma cette suspicion et expliqua qu'il avait essayé d'assigner un garde du corps au jeune homme, mais avait rencontré un problème. Il révéla qu'une rumeur s'était répandue dans la ville, incitant les aventuriers et les soldats à refuser de le protéger. Face à la situation, le maire décida qu'il parlerait avec ses propres chevaliers à ce sujet. Le lendemain, à la réception de l'hôtel de ville, Asher attendait avec son nouveau bâton, qui avait été achevé rapidement. Au moment où il pensait à commencer la poursuite, une voix annonça son entrée dans la pièce. Bientôt, un chevalier se présenta comme Jason, le vice-capitaine des chevaliers de Marty, et l'informa qu'il servirait de garde du corps. Il demanda ensuite s'il y avait des questions, tandis que le jeune mage l'observait en silence. À ce moment, Asher réalisa que les soupçons à son sujet avaient été levés,
mais il remarqua à quel point le chevalier était jeune. À cause de cela, il demanda s'il pouvait sortir, mais Jason imposa la condition qu'il l'accompagne à tout moment. Bien que réticent, Asher accepta de partir, laissant le chevalier perplexe quant à la destination. Après avoir marché pendant une demi-journée, le soleil commença à se coucher. Épuisé, Jason demanda finalement où ils allaient exactement. Le mage rappela la condition, et tandis que le chevalier se plaignait des heures de marche, il annonça qu'ils étaient arrivés. Devant eux se dressait un grand bâtiment, et il révéla que c'était l'endroit qu'il avait l'intention de visiter. Toujours confus, Jason demanda pourquoi ils avaient marché toute la journée juste pour arriver là. Sans répondre, Asher déclencha une énorme explosion de feu contre le bâtiment. Alors que le chevalier regardait sous le choc, il expliqua qu'il était là pour trouver quelqu'un. Avec un regard sérieux, il révéla qu'il recherchait l'assassin qui avait tenté de le tuer la veille. Quand Jason a demandé, Asher a confirmé que l'ennemi était bien à cet endroit. Finalement, il a expliqué qu'il avait brièvement touché le corps de l'assassin pour lancer un sort de pistage. Il a expliqué que la trace du sort reliait le flux de mana de la cible directement au sien. Comme la trace n'avait pas été dissipée, cela signifiait que l'assassin ne l'avait toujours pas remarqué. Alors que Jason remarquait la puissance d'une telle magie, il a soudainement remarqué quelque chose d'inhabituel sur le sol. L'explosion avait révélé l'entrée d'un passage souterrain caché. Avec sa magie, le jeune mage a confirmé que la piste de Tarbet menait directement dans le passage. Il a demandé à Jason s'il connaissait le tunnel et le chevalier a secoué la tête, expliquant que l'entrée de cette zone n'était pas censée être là. Jason a réalisé la gravité de la situation. Un tunnel non cartographié menant hors de la ville était un énorme problème. Il représentait une brèche dangereuse dans la sécurité de Marge. Avec son épée à la main, le vice-capitaine a déclaré qu'il devait sceller l'endroit immédiatement. Mais le mage l'a interrompu en disant que la priorité était de poursuivre l'assassin avant tout. Malgré cela, Jason a suggéré d'appeler des renforts, mais Asher a refusé, expliquant qu'il perdrait la cible s'il le faisait. Il s'est alors engouffré dans le passage, insistant sur le fait qu'une poursuite immédiate était le seul bon choix. Jason a regardé le tunnel sombre, frustré par l'attitude de son compagnon. Avec un juron, il a sauté aussi, grommelant à quel point tous les mages étaient irritants. Pendant ce temps, l'assassin marchait à travers le long couloir souterrain sombre. Il regrettait d'avoir perdu autant de temps sur le site. Après s'être échappé, il avait eu besoin de soigner ses blessures, mais le retard lui faisait craindre que le professeur ne le tue. Pourtant, il a écarté l'idée de fuir, sachant qu'il ne pourrait jamais échapper au croc de la gourmandise. Sans autre option, il est entré dans une pièce, espérant que le professeur ferait preuve de clémence. La figure l'a accueilli avec sarcasme, commentant son visage célèbre à Marthe. Puis il l'a grondé pour avoir créé un tel spectacle qui avait alerté à la fois le maire et la guilde de leur présence. Il a exigé une explication claire et concise de ce qui s'était passé. L'assassin a rapporté qu'après avoir tendu une embuscade, il avait été détecté et frappé par un sort à grande échelle. Il a expliqué que même après avoir utilisé une bombe fumigène pour s'échapper, le mage l'avait poursuivi sans relâche. Il a ensuite suggéré que son évasion n'avait été possible que grâce à l'arrivée des chevaliers, mais le professeur a douté de l'excuse. Soudain, le chef a semblé réaliser ce qui s'était réellement passé. Urgemment, il a ordonné à l'assassin de retirer son armure et de la brûler immédiatement. Dès que l'armure a été jetée dans le feu, un cercle magique de suivi s'est révélé dessus. Le criminel a alors compris qu'un sort lui avait été lancé pendant le combat. Avec un visage paniqué, le professeur a crié qu'ils avaient été trouvés. Sans perdre de temps, il a ordonné la destruction de toutes les traces pendant qu'il emportait le spécimen, et l'assassin s'est conformé. À ce moment précis, une énorme explosion de feu a éclaté à travers l'entrée du tunnel. Au milieu des flammes, le fugitif a réalisé que la réaction de la trace avait disparu, comprenant enfin ce qui s'était passé. Quelques instants plus tard, le mage et le chevalier sont entrés dans la pièce, et l'ennemi a ricané que c'était dommage pour eux. Avec son bâton à la main et Jason à ses côtés, le jeune mage a déclaré qu'il était déjà trop tard. Avec les mots répétés qu'il était déjà trop tard, les deux groupes se sont affrontés dans une impasse tendue à l'intérieur de la pièce. Avec un regard vif, le jeune mage a commencé à analyser ses adversaires pour saisir la situation. Par leur posture de combat, il a rapidement reconnu l'assassin et a conclu que l'homme derrière lui était le professeur. Dans cet instant, une figure obscure est devenue associée à des créatures monstrueuses et à des expériences cruelles. Puis le professeur lui a demandé s'il était le mage fou, remarquant que l'Arche avait envoyé quelqu'un d'étrange. À la mention du groupe Arc, le jeune homme a décidé qu'il les maîtriserait d'abord, puis extrairait des informations par la suite. Il a immédiatement lancé une lance de terre, mais l'assassin s'est déplacé pour protéger son maître. Cependant, le professeur l'a grondé pour avoir tout gâché, et le subordonné s'est seulement excusé. Sans autre choix, l'homme a ordonné à son disciple de prendre ses responsabilités et de gagner du temps pendant qu'il s'échappait. Mais le mage a juré qu'il n'allait nulle part et a tiré une flèche magique pour l'arrêter. Dans son mouvement rapide, l'assassin a sauté devant et a bloqué le sort. Avec son arme à la main, il a déclaré que ses ordres étaient de gagner du temps. Réalisant que les sorts faibles ne fonctionneraient pas,
mais que les sorts plus puissants risquent de perdre des informations précieuses, le mage a hésité. À ce moment, Jason s'est précipité en avant et a bloqué la frappe de l'ennemi avec son épée. Avec l'ennemi occupé, le chevalier lui a crié de continuer, promettant qu'il le rattraperait bientôt. En réponse, le mage a bondi en avant enveloppé d'énergie à la surprise de Jason. Il a traversé le tunnel à une vitesse incroyable, ne laissant qu'une traînée magique derrière lui. Atteignant la fin du passage, il s'est arrêté pour rechercher toute trace du professeur. Soudain, une odeur âcre dans l'air a attiré son attention. Il a reconnu l'odeur de cadavre et a vu la silhouette qui l'attendait au bout d'une longue passerelle. Le professeur l'a salué, surpris de sa vitesse, mais heureux de présenter son travail. D'un geste, il a révélé des dizaines de créatures enfermées dans des cages sombres derrière lui, demandant ce qu'il pensait de ces créations. Le jeune homme les a immédiatement identifiées comme des bouffons et a confirmé que l'homme était leur créateur. Le professeur a expliqué qu'il s'agissait d'échecs qui n'avaient pas pleinement accepté ses idéaux. Puis il a saisi une télécommande, assurant qu'il serait plus que suffisant pour arrêter un intrus. En appuyant sur le bouton, il a libéré toutes les créatures pour attaquer le mage à la fois. Alors que les monstres se rapprochaient, Asher a préparé une frappe de zone étendue, ne voulant pas perdre de temps. Il s'est concentré, tissant ensemble un double lancer de vagues et de tonnerre. La combinaison a déclenché une vague massive d'éclairs qui a balayé le hall, frappant chaque créature. Le professeur a été pris au dépourvu par l'énergie écrasante. Le sort dévastateur l'a projeté violemment en arrière. Tombant au sol et toujours secoué par la magie, il a traité Asher de fou. Il a ensuite réalisé que les informations selon lesquelles il n'était qu'un mage de 3e niveau étaient complètement fausses. Pour contrôler la magie de cette ampleur, Asher devait être au moins de 4e niveau. Toujours étalé sur le sol, l'homme a déploré que ses décennies de recherche seraient gaspillées si cela se terminait là. En désespoir de cause, il a rampé jusqu'à un gros bouton rouge et l'a claqué. Immédiatement, une capsule de confinement s'est élevée du sol révélant une silhouette humanoïde à l'intérieur. Peu de temps après, il a déclaré qu'il était temps de réveiller son chef-d'œuvre alors que la créature à l'intérieur commençait à s'agiter. Soudain, le jeune mage est apparu derrière lui et a demandé où il pensait aller. Mais le professeur a exigé de savoir comment il avait dépassé les créatures seulement pour recevoir la réponse évidente. Avec un regard sérieux, Asher a simplement déclaré qu'il avait tout brûlé. De cette réponse, un homme savait qu'aucun mage ordinaire n'aurait pu faire une telle chose et a confirmé ses soupçons. Avec le reflet de son adversaire brillant dans ses lunettes, il déclara avec certitude qu'Asher était bel et bien un mage de niveau 4. Il pointa ensuite la créature dans la capsule et demanda ce que le garçon voyait à ses côtés. Souriant, il la décrivit comme son chef-d'œuvre, sa propre fille. Alors qu'il appuyait sur le bouton, il révéla que cet être était la gourmandise, l'incarnation de l'idéologie de son groupe. Avec conviction, il déclara que cet enfant représentait l'avenir de l'humanité. Sans hésiter, le mage chargea pour frapper avant qu'il ne puisse finir, mais il réalisa qu'il était une seconde trop tard. Le bouton avait déjà été pressé. De la capsule, la créature émergea complètement transformée, incarnant l'avenir tordu de la consommation et de l'évolution. Alors qu'elle se stabilisait sur le sol, le jeune homme comprit enfin ce que le professeur tentait de faire. Toujours au sol, l'homme se réjouit en affirmant que le mana du mage fou servirait désormais de nourriture à sa création. Avec un sourire sinistre, la créature fixa ses yeux brillants et voraces sur lui. Puis, avec une bouche pleine de dents, elle déclara qu'elle avait faim. Le mage fut surpris et parla. Avant qu'il ne puisse réagir, elle cria à nouveau qu'elle avait faim, libérant une vague d'énergie. Fixant son regard sur lui, elle dit qu'il avait l'air délicieux et qu'elle allait le dévorer. Aussitôt, Asher remarqua que la créature avait amélioré son corps avec de l'énergie, maniant des compétences qui prendraient normalement des années à acquérir. Il regarda la création artificielle utiliser ses pouvoirs pour se jeter sur lui. Elle attaqua avec une rafale de frappes rapides, visant ses angles morts et le forçant à se défendre. Tout en se défendant, le mage admit qu'en tant que création d'un chercheur, c'était fascinant, mais la bataille devait prendre fin. Avec un rugissement, le monstre percuta son bouclier d'énergie de toutes ses forces. Immédiatement, le jeune homme riposta avec une frappe de bâton qui atterrit en plein sur son visage. La force du coup projeta violemment la créature en arrière, brisant le sol lorsqu'elle s'écrasa. Finalement, se tenant devant l'ennemi tombé, le mage déclara fermement qu'elle ne faisait pas le poids face à lui. Pour survivre pendant 7 ans en tant que sujet de test dans la tour de magie de Bohern, le jeune homme devait constamment réprimer sa rage explosive. Ainsi, de retour dans sa chambre après chaque expérience, il utilisait ses émotions comme carburant pour achever sa théorie. Maintenant, la créature gisait sur le sol. Plus ses émotions étaient agitées par la bataille, plus son expression devenait nette. Bientôt, son esprit s'éclaircit et une froide rationalité prit le contrôle de ses actions. Il surnomma le chef-d'œuvre du professeur mortel, dont les capacités physiques étaient comparables à celles du bouffon de Pity. Sa capacité de régénération s'avéra également tout aussi impressionnante. Cependant, la créature affichait une élasticité, une flexibilité et une vitesse anormalement supérieures. Malgré cela, le mage réalisa que ses avantages s'arrêtaient là. Quand il frappa,
la créature bondit rapidement vers le haut. Soudain, une lance de terre jaillit du sol, la perçant directement. Le jeune homme révéla que son attaque précédente n'avait été qu'un exploit. Ensuite, il prépara plusieurs flèches magiques pour sa prochaine frappe. La créature, cependant, n'avait pas la technique pour discerner les démons et attaqua seulement avec la force brute. Une pointe d'os traversa son épaule, la révélant comme n'étant rien de plus qu'une bête sous forme humaine. Avec son corps percé de pointes, le mage déclara qu'elle était bien trop faible pour être appelée un chef-d'œuvre. Choqué par la défaite, le professeur ne pouvait pas croire que sa création était tombée si facilement. Il se souvint de ses notes, qui décrivaient comment la créature absorbait les traits de sa proie. Grâce à cela, elle deviendrait continuellement plus forte, devenant le véritable néo-humain, l'évolution idéale de l'humanité. Pourtant, même ce soi-disant idéal avait été vaincu d'une manière complètement unilatérale. L'homme réalisa que la créature était encore faible et envisagea même de lui donner son propre bras pour restaurer sa force. Avec le nouveau plan en formation, il décida qu'il tuerait le mage pour assurer sa fuite. Soudain, le jeune homme pointa son bâton sur lui et exigea de savoir où se trouvaient les dossiers expérimentaux. Il menaça de tuer son enfant sur place si les dossiers n'étaient pas remis. Sans autre choix, le professeur obtempéra tout en pensant que cela pourrait être sa chance de survivre. Il offrit son journal de recherche, affirmant que cela prouverait la valeur de son travail. Le jeune homme attrapa le journal et le feuilleta rapidement. Immédiatement après, il le jeta au sol avec d'autres notes déclarant qu'il n'en avait pas besoin. Confus, l'homme demanda ce qu'il pensait faire. Le mage reconnut la valeur de la recherche, mais il ne voyait pas pourquoi elle devrait être rejetée. Le regard sévère des voleurs expliqua simplement que cela ne correspondait pas à ses propres idéaux. Alors que le professeur implorait pour sa vie, le mage jeta un coup d'œil sur les notes concernant le plan terroriste. Il envisagea brièvement de l'interroger sur Arc et la gourmandise, mais rejeta rapidement cette pensée. Entendant les pas de Jason approcher, le mage décida qu'il devait tout terminer pour éviter des complications. Il déclara qu'il était temps de disparaître pendant que le professeur implorait une autre chance. Sans hésitation, il lança enflammé, et l'homme fut complètement consumé par les flammes. Quelques instants plus tard, le chevalier arriva sur les lieux et demanda si Sir Asher était en sécurité. Devant le feu rugissant, Asher confirma sa sécurité et demanda des nouvelles de l'assassin. Jason se vanta d'avoir porté un coup solide, assurant que l'ennemi devait être dans un état bien pire. Tout en scannant un document, le mage comprit de la réponse évasive que la cible s'était échappée. À ce moment, il réalisa que le document dans sa main était en fait une carte. Alors que le chevalier posait des questions sur le feu, Asher remarqua que le terrain sur la carte était près de Martz. Son attention se fixa alors sur une marque rouge indiquant un emplacement spécifique. Soudain, il fut frappé par une douleur vive à la tête et se pencha en avant sous l'impact. Reconnaissant les symptômes d'épuisement de mana, il décida de se retirer pour le moment. Quelques jours après la chute du professeur, la paix sembla revenir à Martz avec la révélation de son plan. Après avoir confirmé les machinations du scientifique, le maire entra dans une rage et plaça les chevaliers de Martz en alerte maximale. Les guerriers renforcèrent leur défense et annoncèrent qu'ils allaient sceller le passage, mais ce n'était plus sa préoccupation. Sa nouvelle préoccupation était maintenant l'injection de stimulants d'expansion de mana. En poussant son corps à ses limites physiques avec des injections, il avait condensé des années de croissance d'un mage en quelques semaines seulement. Après la procédure, il respira profondément pour récupérer. Il déclara ensuite qu'il était temps de passer à l'étape suivante, ayant atteint le rang 3 dans le système de magie élémentaire. Dans une salle sombre, une figure assise sur un trône demanda si le professeur était mort. Tenant un verre de vin, l'homme remarqua que c'était un problème irritant de moins à se soucier. Après avoir appris que le mage était responsable, il décida qu'il devrait le rencontrer personnellement. Au terrain d'entraînement des Nuits de Martyrs, le soleil brillait de mille feux. Pendant ce temps, le jeune mage s'entraînait sans relâche avec son nouveau bâton, perfectionnant ses compétences de combat. Peu après, il se rappela l'endroit marqué sur la carte, qui s'avéra être une ancienne installation de recherche. Cachée sous un arbre dans la forêt, l'entrée n'était accessible qu'avec un dispositif mécanique. À l'intérieur de l'installation, ils n'ont trouvé aucune forme de vie significative autre que des rats et des insectes. Cependant, ils ont découvert un emblème en forme de croc à la hauteur d'un mupette connu pour sa haute résistance. Malgré leurs recherches, aucune information sur le groupe Arc-ou-Gluttony n'a été trouvée sur le site. Pourtant, le sorcier se sentait satisfait d'avoir sécurisé le précieux mob à idée d'avoir empêché une catastrophe à Marthe. Soudain, un chevalier s'approcha et l'informa que le maire le cherchait. À l'hôtel de ville, le chef de Marty le remercia, reconnaissant la grande dette qu'il avait envers lui. Il expliqua ensuite que grâce à la découverte du plan, ils avaient pu capturer les vestiges de la faction cachée dans la ville. Peu après, il demanda à Asher de comprendre qu'il fallait garder sa contribution secrète, et le mage accepta afin d'éviter la panique. Vasti réfléchit à l'importance de bâtir sa réputation pour obtenir de l'argent et de l'expérience. En étant reconnu comme le héros qui a sauvé la ville, il s'attendait à obtenir plus d'opportunités, comme ce qu'il avait réalisé sur le territoire de Peggy. La discussion terminée, le maire l'invita à l'accompagner,
révélant la véritable raison de garder l'incident secret. Il le conduisit à une voûte où étaient stockés des objets rachetés par la ville ou confisqués à des criminels. En entrant, l'endroit se révéla être la voûte des objets magiques, et le jeune homme observa tout avec curiosité. En guise de récompense, le maire lui offrit n'importe quel objet de son choix, expliquant qu'il s'agissait de la véritable compensation pour ses efforts. La première option était une épée en mithril habilement forgée et conçue pour être facilement imprégnée de mana. Au-delà de cela, la voûte était remplie d'armes et d'artefacts magiques de haute qualité, et le maire l'encouragea à choisir avec soin. Il réalisa que bien qu'il y ait de nombreuses occasions de bâtir sa renommée, des opportunités comme celle-ci étaient rares. Sur ce, il demanda la permission d'évaluer l'équipement, et le maire accepta, impressionné par sa prudence. Le premier objet qu'il évalua fut un bâton de germe, qui n'offrait que des bonus mineurs. Vient ensuite un manteau magique, également inférieur à ce qu'il possédait déjà. De plus, un anneau de récupération s'est avéré utile, mais pas suffisant pour justifier le remplacement de son équipement actuel. Tout en considérant ces options, une subtile lueur dans une vitrine attira son attention. S'approchant, il ramassa une bague inconnue avec une gemme verte en son centre. Cependant, l'objet ne montra aucune réaction à son évaluation, ce qui suggérait qu'il n'était probablement pas magique. Le maire le rassura en lui disant de ne pas se précipiter et de trouver ce dont il avait vraiment besoin. Le mage accepta de prendre tout le temps nécessaire pendant qu'il se transformait lentement en chevalier. Finalement, le maire l'exhorta à prendre une décision, soulignant à quel point il était méticuleux. Finalement, le jeune homme choisit un collier de protection qui maintenait une barrière de mana automatique. Le maire s'enquit ensuite de sa consommation de mana, mais Asher lui assura que ce ne serait pas un problème. Pourtant, l'autorité locale décida qu'un seul objet ne suffisait pas comme récompense, alors il offrit également la bague qui avait précédemment attiré l'attention du mage. Surpris, le jeune homme écouta le maire le déclarer héros de Marty et insista pour qu'il accepte le cadeau supplémentaire. Interrogé, le mage révéla qu'il prévoyait de rester à Marty encore quelque temps pour régler certaines affaires. L'offre de soutien du maire étant acceptée, la scène se déplaça vers une mine sombre sur le territoire de Viron. À l'intérieur, un mineur brisait des roches avec sa pioche jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose d'inhabituel sur le sol. Il déterra un crâne humain et cria de choc à la vue. Un autre mineur lui demanda pourquoi il hurlait, mais il expliqua qu'un coup de pioche normal aurait dû le briser. Peu impressionné, son compagnon donna simplement un coup de pied au crâne pour résoudre le problème. Il lui ordonna ensuite de prendre son outil et de se remettre au travail pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Soudain, le premier mineur pointa derrière lui, essayant de prévenir d'un danger imminent. Rejetant cela, l'homme insista sur le fait qu'il n'y avait rien là-bas, seulement un crâne flottant rayonnant une aura sombre apparut juste derrière lui. Le crâne se transforma rapidement en un squelette mort-vivant imprégné de cette énergie. Les mineurs hurlèrent à tout le monde d'évacuer la mine alors que les squelettes commençaient à attaquer les autres. Dans le chaos, les ouvriers furent rapidement submergés et abattus par les créatures. Peu de temps après, des rumeurs se répandirent selon lesquelles des morts-vivants se levaient dans la mine de Véron. Avec l'apparition de créatures qui ne pouvaient pas être tuées, un état d'urgence fut déclaré à Véron. Les rapports des survivants se sont répandus, jetant la panique sur tout le territoire. Pendant ce temps, l'histoire tragique de Véron circulait de bouche à oreille. Bientôt, le messager arriva également à Marche pour signaler l'incident. Avec le temps, la nouvelle atteignit également le groupe d'aventuriers de Verdun. Durant cette période, le mage commença à enseigner à Iris l'art de la magie d'enchantement. Finalement, le processus d'apprentissage prit un mois entier. Ainsi, un mois s'est écoulé depuis la subjugation du professeur au milieu d'un paysage paisible. Pendant ce temps, le jeune homme a appris la magie d'enchantement avec Iris tout en s'entraînant avec un ORC. Avec l'enchantement du guerrier, il sauta dans les airs et frappa l'ennemi avec sa lance. Juste après, il avança rapidement, améliorant sa force, sa vitesse et ses sens avec la magie. Esquivant un coup, il démontra sa maîtrise des nouvelles capacités dans un combat réel. Iris, regardant sous le choc, remarqua qu'un mage venait de vaincre un ORC à main nue en seulement 13 secondes. Alors qu'il reprenait son souffle, elle continua à l'observer silencieusement. Ensuite, il la remercia pour les leçons, mais la mage répondit qu'il était incroyable et qu'il aurait appris par lui-même. Le guerrier expliqua qu'il n'aurait jamais pu le faire sans son aide car tous ses livres avaient été brûlés. Alors qu'il marchait, la jeune femme l'étudia attentivement. Soudain, il n'y a à voir le moindre problème et elle réagit avec surprise en essayant de s'expliquer. Il lui conseilla ensuite de garder de telles pensées pour elle alors qu'il s'éloignait. De retour dans la ville, le mage insista sur le fait que tout cela était un grand malentendu. À ce moment-là, une voix le salua en l'appelant Laura Cher. Bientôt, Oscar, le maître de guilde de Mardi se révéla et annonça qu'il avait une demande à faire. Le jeune homme se souvint immédiatement qu'Oscar, le maître de guilde de Marde, avait supervisé l'enquête lorsqu'il avait été faussement accusé. Ainsi, il comprit que la demande était liée à la montée des hordes de morts-vivants dans les mines de Viran. En raison des rumeurs de malédiction et de maladie, aucun aventurier ne se portait volontaire pour la mission. Oscar l'avait cherché sachant qu'il avait déjoué une attaque terroriste planifiée. Normalement, il aurait refusé,
mais il accepta la mission ayant dépensé son argent et cherchant plus de renommée. Alors que les préparatifs commençaient, certains aventuriers chuchotèrent à quel point il était inhabituel qu'un mage s'entraîne au combat au corps à corps. À ce moment-là, Iris s'approcha et lui posa des questions sur les rumeurs, mais il fit semblant de ne rien savoir. Il lui demanda ensuite si elle n'avait pas peur des morts vivants puisque son groupe se joindrait également à eux. Elle répondit avec assurance qu'en tant que diplômée de l'académie, des rumeurs stupides comme celle-là ne l'affecteraient pas. Elle ajouta que ce serait une bonne opportunité car il fournirait un soutien depuis l'arrière, sans combattre sur les lignes de front. Avec un regard sérieux, il dit simplement qu'il espérait que ce serait vraiment une bonne opportunité comme elle le prétendait. Le lendemain, l'expédition partit, une caravane voyageant à travers la forêt. Dans la calèche, les autres mages ont remarqué qu'il utilisait le sort de vol en continu, gardant ses distances avec le groupe. Une des femmes mages s'est tournée vers Iris et lui a demandé quelle était sa relation avec le jeune homme puisqu'il semblait proche. Avec une expression troublée, la jeune fille a répondu qu'on pouvait les considérer comme aînés et cadets. La mage a ensuite expliqué que lors d'une mission dangereuse, son groupe avait été sauvé par lui, et qu'il s'était rapproché par la suite. Volant à distance, le jeune homme a semblé remarquer quelque chose à l'horizon. L'autre mage a demandé s'ils avaient fréquenté la même académie, mais Iris a répondu maladroitement qu'il était plutôt comme un professeur. Soudain, le jeune homme est apparu à la portière de la calèche et a annoncé qu'une horde de morts-vivants poursuivait les habitants de Véron. Sans hésitation, il a déclaré qu'il allait de l'avant pour apporter son soutien et s'était lancé à grande vitesse. En apercevant la horde squelettique, il a considéré que c'était l'occasion idéale pour un test. Il sortit un grimoire, prêt à voir les résultats des mois passés à étudier la magie d'enchantement. Le livre était un tome rare qu'il avait volé à la tour de magie capable d'amplifier le pouvoir magique de son utilisateur. C'était un tombeau non enregistré de magie élémentaire dans lequel il avait inscrit un cercle magique de connexion. Pour tester la connexion, le jeune homme prépara un sort de manipulation géographique. Déchaînant le sort, il a libéré une vague massive d'énergie à travers le champ de bataille pour tester sa force. À l'intérieur de la calèche, les autres mages ont été surpris par le tremblement lorsque la horde de morts-vivants a été soulevée du sol. Le jeune homme serra le poing contrôlant la puissance du sort. Dans l'instant suivant, des mains de pierre géantes écrasèrent complètement la horde squelettique. Pour finir, il prépara un double sort avec l'élément de la flamme et lança une puissante attaque de feu. Avec le coup final, il a déclenché une explosion qui a englouti tout le champ. Le feu intense a incinéré jusqu'au dernier squelette de la zone. Le groupe de mages regardait sous le choc, se demandant comment il avait encore du mana pour des sorts de ce niveau. Quelques instants plus tard, le jeune homme atterrit au milieu de la destruction. Il s'est rendu compte que la combinaison de son corps modifié et de la puissance du grimoire avait produit le sort massif. Voyant la fissure qu'il avait créée, il en conclut que tout le temps investi n'avait pas été vain. De loin, Iris regardait en réalisant que son niveau de compétence dépassait déjà de loin celui d'un mage de 4e niveau. Soudain, une main squelettique lui attrapa l'épaule par derrière. Un squelette plus grand l'a épinglé par derrière, la faisant crier à cause de l'attaque surprise. À cet instant, un homme musclé est apparu et a fendu l'ennemi d'un seul coup de son coup près. Iris et Locke fixèrent silencieusement le nouveau venu. Incertain de quand cela venait de se produire, l'étranger a brandi un collier avec le numéro 2 dessus et a posé des questions sur la situation. Au même moment, un autre homme cherchait sa proie, un guerrier en armure de platine maniant une hache. La brute s'est tournée vers le groupe et a demandé pourquoi tout le monde était si silencieux. Répétant sa question sur sa proie, il fut bientôt identifié comme le boucher Galliarque. Le mage lui a dit que s'il parlait des morts vivants, ils étaient déjà tous morts. Le chasseur a réagi avec incrédulité en se demandant comment des douzaines de créatures pouvaient avoir été anéanties comme ça. Il s'est alors souvenu de leur rapport sur la horde et a trouvé étrange qu'ils aient été exterminés sans une seule victime. Son regard s'est tourné vers le jeune homme en lui demandant s'il avait fait tout ça seul. Galliarche s'approcha et demanda directement si c'était son œuvre. Le jeune homme le fixa en retour avec des yeux brillants et répondit par un défi en demandant ce qui se passerait si c'était le cas. La brute expliqua qu'il avait été embauché pour chasser ces morts vivants et qu'Acher lui avait volé sa proie. Dans une confrontation tendue, l'homme l'accusa d'interférer avec son travail. Tous deux enveloppés de leurs auras, Galric déclara qu'il devrait en payer le prix. Flottant dans les airs, le jeune homme demanda quel serait le prix équivalent, exprimant sa curiosité. À cela, Galric remarqua qu'il avait augmenté la distance, choisissant la position de combat d'un mage. Même sans comprendre, le garçon le regarda sérieusement, considérant la possibilité d'un affrontement. La brute sourit alors, les yeux brillants, déclarant que cela allait être amusant. Un des hommes avertit Iris qu'il était imprudent d'essayer de combattre le boucher. Il expliqua que Galric était extrêmement puissant et dangereux, ayant estropié un chevalier dans un accès de rage. Choqué, la mage demanda pourquoi la guilde n'avait pas puni un crime aussi grave. L'homme confirma qu'il n'y avait pas eu de punition car la guilde avait besoin de la force de la brute. Peu de temps après, le mage Goad expliqua que les règles ne s'appliquaient pas à un rang platine comme lui, et la guilde le savait. Le ranger Norion demanda rapidement à Goad d'arrêter avec les explications et d'aider à empêcher la situation de dégénérer.
Le mage s'avança alors et demanda à Galterac de se calmer, expliquant que l'autre groupe ne faisait qu'accomplir une mission. Le boucher suggéra cependant qu'il pourrait simplement les tuer et rejeter la faute sur les morts vivants, voulant prouver la différence de force. Ainsi, Go se tourna vers le jeune homme en remarquant qu'il semblait confiant dans ses capacités. Avec une aura d'énergie, il déclara qu'il allait le remettre à sa place, avec une force magique. Même sous la pression, un jeune homme identifia qu'il ne s'agissait de rien de plus que celle d'un mage de 3e niveau. Sous le poids, il réalisa que la technique n'était rien d'autre qu'une libération brute de mana affectant tout le monde dans la zone. Les yeux brillants, il se prépara à répondre à la force qui pesait sur lui. Dans l'instant suivant, il brisa facilement la pression magique et assomma Goad d'un seul mouvement. La brute regarda avec surprise, reconnaissant que le mage n'était pas faible. Il conclut que ce jeune homme était bien plus fort que prévu et demanda son nom. Les yeux toujours brillants, il répondit simplement que son nom était Tacher. Avec un sourire, Galliard lui fit ses adieux, disant qu'il le reverrait à Véron. La confrontation avec le groupe du boucher s'est terminée plus vite que prévu. Parce que leur mission était de protéger les survivants, l'équipe de Marty a fini par être retardée pour atteindre le territoire de Véron. Après l'affrontement avec l'aventurier de rang platine, le garçon réalisa qu'il était passé du mauvais côté de ce groupe. Le lendemain, le seigneur de Véron, Farna van Véron, remercia tout le monde d'avoir répondu à sa convocation. Il annonça ensuite que les troupes de Véron marcheraient immédiatement vers les mines. L'objectif de la mission avec le soutien de l'Ordre de la Lune était d'exterminer l'armée de morts-vivants qui s'était levée. Avec le groupe de Galliark également présent, il termina son discours en souhaitant qu'aucune vie ne soit perdue. Avec l'équipe de déploiement de Martha prête, il donna l'ordre à tous de partir. Alors qu'il se préparait au combat, le boucher s'approcha et demanda au jeune homme s'il était nerveux. Un compagnon lui conseilla de ne pas se battre, mais il répondit qu'il ne répondrait que s'il était provoqué, leur disant de se concentrer sur la bataille. Sur un signal, la horde de morts-vivants se rua vers les troupes, et la bataille commença par une explosion massive. Un commandant ordonna à tout le monde de viser la tête de l'ennemi pour assurer sa destruction. Il avertit également que les corps se régénéreraient s'ils étaient frappés ailleurs tout en demandant un soutien à longue portée. Soudain, un golem de sang émergea de la masse et un clerc ordonna à tout le monde de reculer avant d'être écrasé. Le prêtre renforça l'avertissement en expliquant que des épées ordinaires ne fonctionneraient pas contre une telle créature. Sans hésitation, la brute sauta au-dessus des troupes et chargea seule dans le colosse. Il fit face au monstre, l'identifiant comme un golem de sang. Le qualifiant de parfait pour un échauffement, il se lança à l'attaque avec ses poings. Son coup atterrit avec un impact puissant et ardent. Pourtant, le corps du golem absorba le coup sans dommage apparent. Le boucher arracha alors la tête de la créature sanglante. Un seigneur voisin remarqua l'impressionnante force de l'homme, mais se demanda ce qu'il essayait d'accomplir. Avec un sourire confiant, la brute attrapa le golem de sang d'une main. Puis, à la surprise générale, il le lança loin à travers le champ. Le morceau du monstre s'écrasa au sol juste à côté du jeune mage. Avec un regard désapprobateur, il fit simplement remarquer à quel point cet acte était impoli. Le boucher le provoqua alors, lui demandant si le pouvoir qu'il avait montré la veille n'était que pour le spectacle. Alors que le golem recommençait à bouger sous ses pieds, la brute sembla remarquer quelque chose. Sans prévenir, le jeune homme activa un sort de manipulation du terrain qui fit trembler le sol. Immédiatement après, il conjura une boule de feu pour sa prochaine attaque. Avec cela, une explosion massive et ardente engloutit le champ de bataille. Iris cria de surprise, ne comprenant pas pourquoi il avait lancé 2 sorts à grande échelle successivement. Au milieu des flammes, la brute rit, disant que malgré les apparences, le garçon avait un fort tempérament. Il déclara alors avec un sourire qu'il aimait ce genre d'attitude. Le boucher le défia de voir lequel d'entre eux était le plus fort, mais le jeune homme regretta seulement de ne pas avoir été pris dans l'explosion. Sur ce, Galliard proposa un concours pour voir qui pouvait tuer le plus de morts vivants et sauta au milieu de la horde. En conséquence, la force de subjugation réussit à atteindre les mines de Viran avec moins de pertes que prévu. En raison de l'espace limité, seul un groupe sélectionné de guerriers fut choisi pour entrer dans la mine. À l'intérieur, la brute le félicita pour le combat, mais le jeune homme lui demanda simplement de ne pas se montrer amical. De loin, le mage, God, regarda la scène, ne comprenant pas l'intérêt du boucher pour ce garçon. Il se rappela alors le moment où il avait été facilement assommé par la pression de mana du conjurateur. À l'époque, Gu se souvenait avoir utilisé sa propre pression de mana avec succès. Malgré cela, le souvenir de ses yeux brillants et de cette expression sérieuse lui revint. En un instant, il avait été complètement maîtrisé par le mana de l'autre avec une facilité choquante. À partir de là, il conclut que même s'ils étaient au même niveau, le garçon cachait définitivement quelque chose. À l'entrée d'un tunnel plus profond, l'un des chefs annonça que la garnison de Viran attendrait à l'extérieur. Le groupe sélectionné se rassembla à l'entrée, recevant des vœux de bonne fortune pour la mission. À l'avant-garde, le jeune homme regarda Norion, la ranger du groupe de Galliarch, prendre la tête. Avec une habileté précise, elle détecta et expédia un mort-vivant avec une frappe surprise, prouvant sa valeur, voyant chacun jouer son rôle avec efficacité.
Il comprit le véritable avantage du travail d'équipe. Même avec l'avancée coordonnée du groupe, le garçon continua à observer attentivement le chemin devant lui. Tsunami sentit une aura sombre émanant des profondeurs du tunnel, attirant son attention. Lorsqu'ils atteignirent ce qui semblait être la fin de la mine, l'un des chevaliers ordonna à tout le monde de s'arrêter. Alors qu'ils se préparaient à scanner la zone, un clerc exhorta les autres à ne pas avoir peur et à faire confiance aux bénédictions. Sentant une hésitation, Iris s'approcha et demanda au jeune homme si quelque chose n'allait pas. La brute apparut derrière lui et lui demanda s'il avait également senti l'odeur de la mort. Il expliqua que même s'il ne pouvait pas le localiser précisément, un puissant mort-vivant était proche. Le garçon confirma que l'intuition du boucher semblait correcte et demanda au mage de rester derrière lui une fois la bataille commencée. En entendant cela, Iris demanda ce qui allait arriver exactement, mais il répondit simplement qu'il ne le savait pas encore. Soudain, une lumière apparut au bout d'un autre passage, et des soldats avertirent de ne pas avancer imprudemment. Le conjurateur s'approcha et demanda à Rox ce qu'il se passait. Le chevalier expliqua qu'en vérifiant d'autres tunnels, ils avaient trouvé la lumière brillant depuis l'extrémité opposée. La luminosité à l'extrémité du quart augmenta. La découverte le surprit car il savait qu'il ne devrait pas y avoir d'autre sortie que le chemin par lequel ils étaient entrés. La lumière se révéla être la lumière du jour qui filtrait par une ouverture inattendue dans le plafond de la mine. Lorsqu'ils atteignirent le bout du tunnel, les soldats furent stupéfaits par la nouvelle chambre qu'ils avaient trouvée. Le groupe d'aventuriers avança rapidement pour enquêter sur la caverne nouvellement découverte. Au centre de la caverne, un squelette était assis au sommet d'un tas d'os indiquant que l'endroit était une tombe. Un soldat reconnut l'écusson sur la poitrine du squelette comme étant l'emblème royal d'Estria. À ce moment, Asher se souvint de son identité cachée et du fait que cette terre appartenait au duché de Rivianti. Étant donné que Rivianti avait déclaré son indépendance du royaume d'Estria, il était étrange de trouver des vestiges de l'ancien royaume ici. God s'interrogea immédiatement sur la présence de tels signes, à moins que l'endroit ne soit pas vraiment ce qu'il pensait. Déterminé à ne plus se ridiculiser, il résolut d'enquêter en profondeur, car sa spécialité était la collecte d'informations. Le boucher, cependant, simplifia la question, disant qu'ils avaient juste besoin de tuer la créature pour résoudre le problème. En réponse, Gon se porta volontaire pour s'occuper des morts-vivants, surprenant le guerrier par son initiative. Il expliqua qu'il n'était pas nécessaire de déranger la brute et qu'il s'en chargerait lui-même. Avec un ordre ferme, le sorcier ordonna au clerc de commencer le rituel de purification. À ce moment, Asher comprit que puisque la créature était un chevalier de la mort, il pouvait l'affaiblir avec la purification. Alors que la lumière sacrée enveloppait le squelette, il resta immobile et silencieux. Soudain, une pluie de pierres tomba du plafond, interrompant le rituel et surprenant tout le monde. Quelques instants plus tard, les yeux de la créature s'illuminèrent d'une intense lueur rouge. Il s'était réveillé. Asher sentit immédiatement que la situation était sur le point de changer. En un clin d'œil, le squelette avança avec une vitesse étonnante, soulevant un nuage de poussière. Sa main squelettique frappa rapidement vers Goad, qui était toujours au sol. Le mage se retourna, choqué par la frappe imminente. À la dernière seconde, la brute attrapa Goad et le lança sur le côté, interceptant le coup. Le chevalier squelettique bougea à nouveau, et le boucher réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un mort-vivant ordinaire. Un clerc identifia alors la créature non pas comme un chevalier de la mort, mais comme un chevalier gémissant. Le prêtre expliqua que même s'il était plus faible, la véritable menace de la créature résidait ailleurs. Il révéla que le chevalier gémissant avait la dangereuse capacité de commander d'autres morts-vivants. Prêt pour la bataille, le guerrier déclara que leur ligne de conduite était désormais claire. Avec son bâton luisant, Asher déclara que le groupe devait se concentrer sur l'élimination du chevalier gémissant. Mais avant cela, il annonça qu'il allait remodeler le terrain pour neutraliser l'avantage numérique de l'ennemi. Ne comprenant pas, Iris regarda le sol commencer à trembler sous leurs pieds. Alors que les tremblements s'intensifiaient, elle cria et demanda ce qu'il faisait. La brute se moqua de lui demandant s'il essayait de s'approprier l'ennemi. En réponse, Asher les encouragea à réfléchir rationnellement, leur rappelant qu'il y aurait plus qu'assez d'ennemis pour tout le monde en bas. Avec l'assurance d'avoir suffisamment d'ennemis à combattre, le boucher se prépara au combat. Pendant ce temps, le reste du groupe affrontait des mages de l'ombre, tandis que le stratège déclara qu'il s'occuperait de la cible principale. Au même moment, la brute et les clercs se positionnèrent pour affronter les squelettes géants qui apparurent. Seul dans une autre section du champ de bataille, Asher s'approcha lentement de son adversaire. Enfin, il se tenait face au chevalier gémissant. Le chevalier gémissant leva son épée, prêt au combat. Immédiatement après, la créature chargea à grande vitesse tandis que le mage se préparait à l'attaque. Il conjura de multiples flèches de feu qui jaillirent vers le chevalier squelettique. Le feu était un choix stratégique car les morts-vivants étaient faibles face à cet élément. Même englouti dans les flammes, l'ennemi resta debout, alors le conjurateur décida d'intensifier sa prochaine frappe. Il utilisa le double lancement pour préparer un sort plus puissant. Un barrage de flèches de chaleur intense se rua vers l'adversaire, mais la créature bloqua l'attaque d'une seule main, stupéfiant tout le monde. Saisissant l'ouverture,
le jeune homme prépara une lance de feu pour une frappe directe. Le sort transperça directement la poitrine du chevalier avec une force explosive. L'attaque laissa un trou béant dans son corps, mais le squelette ne montra aucun signe de dommage. Dans l'instant suivant, l'adversaire contre-attaqua en lançant son épée. De cela, le sorcier réalisa qu'un blocage mal exécuté pourrait briser sa barrière de mana. La frappe descendante de la créature le laissa complètement exposé pour l'attaque suivante. En dernier recours, il prépara une combinaison de vagues et d'éclats hivernales. Avec un double lancement, il déchaîna un puissant souffle de glacier qui gela la nuit. Immédiatement après, il résolut que si le feu ne fonctionnait pas, il l'écraserait avec la force brute. Concentrant son mana, il prépara un triple lancement de lance de terre pour la prochaine frappe. L'attaque atterrit directement sur la tête de l'ennemi. Soudain, la créature commença à rayonner une aura d'énergie, murmurant qu'elle devait retourner. Le mage regarda avec choc le chevalier esquiver sa frappe. Dans l'instant suivant, il remarqua que l'apparence de la créature avait complètement changé. Puis il sentit son mana s'épuiser au pire moment possible. Alors que l'ennemi reculait, il réalisa qu'il serait vaincu si le combat continuait ainsi. À la dernière seconde, le guerrier apparut et porta un coup de poing dévastateur à la créature. Avec son corps éclaboussé de sang, le combattant déclara qu'il ne laisserait personne voler son plat principal. Ailleurs, la tête d'un lich roula au sol, vaincu. Un soldat écrasa promptement le crâne sous son pied. Le commandant remarqua que survivre contre 3 liches n'avait été possible que grâce à Norion. Goad se plaignit auprès du commandant de lui avoir attribué tout le mérite, et l'homme s'excusa en reconnaissant sa contribution. La bataille se terminant, Iris leva les yeux, se demandant si tout le monde était en sécurité. Myrna la prévint rapidement de ne pas s'inquiéter pour les autres et de se concentrer sur la recherche d'une issue. En regardant le trou dans le plafond, le groupe réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et si le conjurateur était vaincu, ils seraient tous perdus. Soudain, le sol commença à trembler violemment, prenant tout le monde au dépourvu. Le terrain commença à s'effriter et à céder sous leurs pieds. À la surface, le guerrier chargea le chevalier gémissant, admettant l'affrontement. Avec son poing enveloppé d'énergie, il prépara une frappe écrasante. Il déchaîna une rafale de coups de poing rapides qui s'abattirent sur le corps de la créature. Pourtant, le chevalier résista et attrapa le visage du combattant avec une main squelettique. Immédiatement après, la créature réussit à récupérer son épée tombée. Pendant ce temps, au-dessus d'eux, une lumière brillante descendit. Dans l'instant suivant, l'éclair frappa directement la créature. Avec une hache à la main, la brute donna un coup de pied qui la projeta au loin. Du fond de la fosse, le groupe regarda la bataille, reconnaissant leurs 2 compagnons se battre ensemble à la surface. L'homme massif se moqua du mage en lui demandant comment il pouvait encore bouger, son sourire étant moqueur. Le conjurateur lui dit de se concentrer, tandis que l'autre remarqua que la créature était agaçante mais amusante. Le stratège lui demanda ensuite de servir d'appât pour aligner sa frappe, et le partenaire accepta de faire de son mieux. Suivant le plan, le guerrier sauta haut dans les airs, se positionnant directement au-dessus du chevalier. Il descendit avec une frappe destructrice, créant un cratère massif à l'impact. Avec un coup de pied écrasant, il brisa le crâne de l'ennemi en fragments. Dans la seconde suivante, le corps de la créature se régénéra complètement à partir des morceaux. Le squelette invoqua alors de multiples serviteurs du sol qui retinrent le combattant. Pour l'aider, le mage libéra une explosion de mana qui désintégra tous les squelettes à proximité. L'homme massif vit l'ouverture et attrapa le visage du chevalier d'une main. Avec un mouvement rapide, il le claqua violemment contre le sol de la caverne. Soudain, une voix cria de se pousser, le surprenant. Le conjurateur déchaîna une énorme explosion de feu qui engloutit la zone, suscitant les malédictions de son partenaire. De l'intérieur des flammes, la brute vit l'épée de la créature arriver sur lui. Il se défendit rapidement avec son genou et ses coudes. Levant les yeux, il réalisa que l'ennemi se précipitait maintenant vers le mage. Juste devant lui se tenait le chevalier gémissant, tendant la main pour le saisir. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, il ne pouvait que regarder le monstre se rapprocher. Soudain, son collier de protection activa une barrière de mana automatique pour le défendre. La créature le frappa de plein fouet, le projetant au sol et provoquant un violent impact. À ce moment, il se souvint de l'avertissement du maire concernant la consommation de mana. Malheureusement, il ne ressentit aucun effet secondaire. Malgré tout, il réalisa que ses réserves étaient presque épuisées et que son épaule avait été disloquée par le dernier coup. Malgré cela, les problèmes les plus graves se profilaient encore devant lui. Une armure sombre enveloppa bientôt le corps du chevalier, le rendant beaucoup plus fort. Aussitôt, les clercs rejoignirent la bataille, lançant des chaînes de lumière pour le retenir. L'un d'eux remarqua qu'une telle armure n'avait jamais été enregistrée auparavant, pas même dans les archives de l'église. La brute saisit l'occasion, criant au prêtre de tenir bon. La créature utilisa ensuite les chaînes pour tirer les clercs vers elle avec une force irrésistible, choquant tout le monde. Avec un rugissement, le géant agrippa ses compagnons pour les empêcher d'être entraînés, demandant s'ils comptaient mourir. Il leur ordonna ensuite de se préparer à maîtriser l'ennemi une fois de plus. Voyant l'opportunité,
le barde prépara un sort pour abattre le chevalier gémissant grâce à sa performance. Déterminé à prouver sa valeur, il lança une lance de terre sur la créature. Le squelette, cependant, esquiva l'attaque et contre-attaqua avec une vitesse étonnante, frappant le cou du jeune homme. Voyant leurs alliés frapper, le brute et le mage se retournèrent alors qu'un clerc recevait l'ordre de le soigner rapidement. Bientôt, l'adversaire conjura un orbe d'énergie, et les guerriers s'avancèrent pour l'intercepter. Avec un blocage solide, il réussit à le contenir tandis que son compagnon observait depuis l'arrière. Le combattant massif se tourna et demanda au mage combien de temps il devrait attendre. Il clarifia qu'il attendait une frappe massive et demanda combien de temps sa mana prendrait pour se rétablir. Avec son bâton à la main, le magicien répondit que quelques secondes suffiraient. Le brute sourit à la réponse. Avec un rugissement, il chargea le chevalier gémissant, disant à son allié de se préparer. La créature se prépara à l'assaut du guerrier. Le combattant hurla alors son plan pour briser le point de percée et dit au mage de cibler sa magie à cet endroit. Dans l'instant suivant, il fut frappé par un coup de poing écrasant directement à la poitrine. Alors même que le coup s'enfonçait davantage, le brute déclara que ce cadavre devrait rester immobile. Son poing traversa alors le corps du monstre avec une force immense. L'armure de la créature se brisa, laissant un trou dans sa poitrine. De loin, le mage observa le résultat de la frappe, confirmant que le plan avait fonctionné. Le chevalier gémissant, cependant, régénéra son bras et frappa le guerrier avec un seul coup dévastateur. La créature leva ensuite sa main, débordante d'énergie, pour achever l'allié tombé. Le magicien sauta devant le brute pour intercepter la frappe, déclarant qu'il était son adversaire. Il remarqua alors que le trou dans la poitrine de la créature ne s'était pas encore refermé. Il réalisa que concentrer sa magie sur cet endroit était la clé de la victoire. Convaincu qu'il pouvait le vaincre, il esquiva l'attaque de la créature avec une explosion de feu. Soudain, il se tourna et vit le groupe d'aventuriers approcher par derrière. Aussitôt, il aperçut son apprenti préparant un sort avec son bâton. Le mage se souvint avoir dit à la jeune femme qu'elle avait plus de talent pour la magie de la glace malgré son manque de pratique. Elle avait promis de faire de son mieux pour ne pas l'embarrasser, et il apprécia ses efforts. De retour dans le présent, un puissant sort de feu frappa le chevalier gémissant de plein fouet. Saisissant l'instant, le magicien serra le poing avec énergie et déclara que la victoire était à eux. Hey, everyone. Did you enjoy the story? I really liked it. If you wanna follow the next part, make sure to subscribe to the channel and leave a like. See you in the next story, guys. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.